On si entend le sur le son live Facebook est bon ou pas. On a la chance aujourd'hui d'avoir Benjamin qui est derrière moi, qui est à la technique. Est-ce qu'on est bon de ton côté? Normalement, ça doit être bon. Est-ce que sur le live Facebook, vous nous entendez? C'est les joies du direct. Voilà. Il fallait bien que ça... Bon, de toute façon, on va commencer. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui pour cette nouvelle saison d'accueillir un invité particulier, assez exceptionnel. On en discutait. On fait pas trop. On en discutait un peu en off. Ça faisait déjà 3-4 ans qu'on demandait à avoir Max en studio. Et ça y est, on l'a enfin. Max, donc je vais commencer par toi, Max. Bienvenue dans nos studios. On se fait une joie de t'accueillir dans une période un peu spéciale actuellement. Mais en tout cas, bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation. Non, c'est moi qui suis content. Comme on se l'a dit tout à l'heure, il y avait des petits quiproquos parce que je pensais que vous me boudiez parce que ça faisait quelques années que vous m'invitiez pas, mais en fait, a priori, vous passiez par notre service com de l'époque et puis les dates ne correspondaient pas parce que c'est vrai que j'ai été 4 ans membre du conseil d'administration de la Ligue et que j'étais absent le lundi et le mardi et je pense que ça tombait sur les mauvaises dates, mais voilà, là on a trouvé une solution et je suis très heureux d'être là. Bon, super. Un grand merci à toi encore. Cricri, fidèle au poste. Tu es rempilé. Ça y est, re-signé, ça y est, il a rempilé le contrat pour une était saison. juteux, intéressant, mais je suis revenu du coup. Voilà, donc on le paye en chips et en bonbons et un peu de Perrier et Cricri qui est toujours là, mon Cricri national. Bienvenue à toi, Salut mon Cricri, encore pour cette nouvelle saison. Ouais, on est reparti. Ça y est, on est reparti avec la forme, n'est-ce pas? Avec la forme, on est deux du coup, donc c'est bien. Voilà, c'est parfait. Exactement. Donc du coup, pour expliquer à nos auditeurs, ça y est, cette nouvelle saison a vu des départs aussi. C'était un peu le mercato chez nous. Du coup, on a eu, on salue quand même nos amis Melvin, Kevin, qui ont été justement les créateurs aussi de cette émission pendant de nombreuses années et qui ont décidé de nous laisser un peu plus la place, on va dire ça comme ça. Donc on les salue fortement et merci pour tout ce que vous avez apporté pour cette émission. On va tâcher de vous faire honneur. On en profite aussi pour remercier tous les intervenants qui sont passés ces dernières années. Je vais pas tous les citer, mais on pense bien entendu à la famille Chérad, à Samir, à Malek que tu connais bien aussi, Max, Boub, Zied, etc., Mathieu Cianci. Il y en a eu pas mal qui sont passés, qui ont été de bons chroniqueurs dans notre émission. Donc du coup, comme vous le pouvez le voir, c'est moi qui suis à la technique. Donc je vous promets que cette année, pour le coup, je fais une formation express. Donc du coup, voilà. Et encore merci à Benjamin, ici présent. On va commencer cette nouvelle saison en vous parlant un petit peu des nouveautés qu'il y a, puisque comme vous le savez, le Foot Time Show, nous sommes des bénévoles avant tout, et nous avons la chance cette année pour la première fois d'avoir des partenaires qui nous soutiennent aujourd'hui, à la fois matériellement et aussi un petit peu financièrement, ce qui est aujourd'hui très important dans la situation actuelle. Donc je tenais à remercier chaleureusement nos partenaires, Guy Hockey, Saint-Imier et Chirol, ainsi que le magasin 7 Lots qui nous fournit matériellement ces très très beaux t-shirts de la marque Greux. Je ne sais pas si vous arrivez à aller les voir, si vous êtes sur les réseaux, vous les voyez, on en fera gagner dans cette émission justement, donc n'hésitez pas à rester à l'écoute puisque vous aurez cette opportunité de repartir avec de beaux t-shirts. En parlant de t-shirts. En parlant de t-shirts, du coup, comme on le disait, on va en faire gagner. Donc, il va falloir rester à l'écoute pendant toute l'émission. À un moment donné, on va s'arrêter. Cricri fera une sélection parmi les commentaires qui seront posés en live. Et cette petite sélection, alors bien sûr, avec une main très innocente. Vous inquiétez pas. Voilà. Et à la suite, avec cette petite main innocente, il choisira une personne qui devra nous contacter à la suite par MP et on lui fera gagner ce magnifique t-shirt de la part de notre partenaire 7 Lots. Max, oui. On a pris pour habitude de commencer les émissions avec une rubrique qui s'appelle le Dauphinois libéré, qui est orchestrée d'une main de maître par notre cher Christophe National. On a pour habitude de commencer par ce Dauphinois libéré. C'est une explication de l'invité en question qui retrace un peu son histoire.
on a décidé de changer un peu la donne et je pense que tu accepteras totalement qu'on ne le fasse pas sur toi ce soir. Je peux la faire, moi, si vous voulez. Elle va être on le fera après. Un peu enrobée positivement. Ou olé, je ne sais pas, mon cher Max. Mais du coup, on voulait surtout avoir une grosse pensée pour Monsieur Garcin qui nous a quittés. C'est une bonne initiative. Donc du coup, on a préféré, voilà, je sais pertinemment que tu accepteras bien entendu ce choix, de faire un Dauphinois libéré spécial pour Monsieur Garcin qui nous a donc quittés. Donc Christophe, je te laisse cet honneur pour après un petit jingle de notre partenaire. Le magasin Settlo et sa marque Greux vous présentent le Dauphinois libéré. Eh oui, vous avez vu, ça plaisante pas. Maintenant, on a des gros moyens, on a des jingles. Eh ouais, ça ne plaisante pas. Mon cri-cri, à toi l'honneur. On va aborder Roger Garcin, du coup, qui malheureusement nous a quittés récemment. Donc tout d'abord, mesdames, messieurs, c'est avec une émotion toute particulière que je tenais à rendre hommage à l'une des figures emblématiques du football grenoblois à travers ce Dauphinois libéré. Ce mercredi 17 septembre 2025, une terrible nouvelle nous est parvenue en apprenant le décès de ce grand monsieur qui était Roger Garcin. Le football grenoblois est en deuil depuis ce jour, car il vient de perdre l'un des siens, l'une des personnes les plus importantes lorsqu'on évoque le club du GF38. Roger, ce fut tout d'abord un joueur qui débuta sa carrière en 1962 sous les couleurs du club dauphinois, alors appelé le FCG. Roger, ce fut par la suite l'entraîneur du club qui l'a vu débuter. Roger aura tout connu au sein du club, d'un rôle de secrétaire administratif pour ensuite devenir responsable du centre de formation. Il aura porté différentes casquettes qui lui permettra d'incarner au mieux l'âme du club qu'il chérissait tant. Depuis l'annonce de sa disparition, les témoignages pleuvent et sont unanimes à son sujet. Max Marty, notre invité de ce soir, qui l'a côtoyé de très longues années, confie son admiration qui n'étonnera personne. Ouvrez les guillemets. C'est la seule personne que je connais qui n'a pas d'ennemis et dont tout le monde dit du bien. Et Dieu sait que dans le foot, c'est inimaginable de dire ça. Personne ne pourra jamais dire « j'en ai jamais fait autant pour le foot et pour le GF38 ». Il a marqué son époque. Il a quand même recruté Youri Djurkaeff. Il a toujours été dans les bons coups, c'est une légende, un monument. Fermez les guillemets. Roger, c'est aussi l'homme d'un renouveau. Lors du dépôt de bilan prononcé en 2011, il fut l'un des artisans majeurs de la reconstruction du GF38 en essayant de remonter une équipe compétitive. Autres témoignages qui ont dit long sur l'homme, Brice Maubleu confie également son ressenti. Ouvrez les guillemets. Il était tous les jours au bureau. À cette époque-là, il s'occupait vraiment de tout, des déménagements, des contrats. Il a donné sa vie au club. Il était là tous les week-ends. Il parlait de Grenoble mieux que personne. C'était lui, le gardien du GF38. C'est à l'âge de 80 ans que Roger nous quitte. Un poignant hommage lui a été rendu par la tribune ouest lors du dernier match à la hauteur de ce que représentait l'homme pour les supporters grenoblois. Une pensée toute particulière à sa famille, à ses amis et à toutes les personnes qui ont côtoyé de près ou de loin cet homme si spécial. Une chose est sûre, c'est que son étoile brillera à jamais au-dessus de son club. Il n'oubliera jamais de veiller sur ses couleurs adorées. Un chant de la tribune ouest m'est venu en tête en préparant ce Dauphinois libéré. Ces paroles résonnent encore. Et s'il ne reste plus que toi, et que tu as encore la foi, n'oublie jamais de chanter, pour tes couleurs, pour ta fierté. Roger, tu resteras à jamais la fierté de Grenoble. Nous te dédions cette émission, teintée au fond de nous d'une grande émotion. Repose en paix. Merci pour tout, Roger. Merci, Cricri. Merci beaucoup pour ce bel hommage, encore. Je pense qu'il n'y a pas assez de mots qualificatifs voilà, pour dire à quel point aujourd'hui le GF38 perd un mur porteur. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'avais l'habitude de parler de lui. Moi, j'étais assez touché parce que j'ai eu la chance de le connaître en tant aussi que formateur. Donc voilà, en tout cas, merci pour tout ce qu'il aura apporté. Max, je pense que tu n'es pas forcément insensible à ce que Christophe vient de dire. Je crois qu'il a juste une petite erreur qu'on m'a signifié. Je crois qu'il a commencé à l'AS Grenoble et non pas au FCG. Non, mais Roger, c'est quelqu'un à qui, moi, personnellement, je dois beaucoup. Donc, j'en parle, bien sûr, avec énormément d'émotion. Vous savez, c'est comme les grands personnages à l'échelle de Grenoble. C'est comme les grands musiciens quand Mozart disparaît, il part avec son talent, il part avec sa dextérité, il part avec son imagination, il part avec ses connaissances. C'est pas quelque chose qui se transmet, ça, on n'hérite pas de ça.
Et voilà, on a eu la chance de le côtoyer, on a essayé de s'imprégner de sa culture, de son amour pour le club, de cette passion qu'il avait pour le GF38. Et voilà, même s'il nous a transmis qu'un peu, c'est avec ce peu-là qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, parce que c'était un élément indispensable du club. Moi, je l'ai toujours vu, c'était une référence. C'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas trahir, qui était toujours fidèle, qui avait son franc-parler. Et ça a été un bonheur, un honneur pour beaucoup, plus que moi, de travailler pendant quelques années à ses côtés. Merci beaucoup pour ces belles paroles. En tout cas, nous allons passer du coup à l'interview, voilà, qu'on appelle l'instant d'Arvalo. Max, je ne sais pas si ça te définit bien, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler cette interview. Donc, pareil, encore une fois, nous allons lancer un jingle avant de pouvoir commencer à te titiller. Max. Avec plaisir. Guy Auquel Immobilier, agence d'Échirolles et de Saint-Imier vous présente l'instant d'Arvalo. Encore une fois, un très beau jingle. Vraiment les moyens cette année, on est plein. C'est bon, ça claque. Ça claque. On remercie du coup Guy Auquel Immobilier et ses agences de Saint-Imier et d'Échirolles pour le soutien. Max, du coup, commençons avec pour cette interview. On a décidé de revenir avec toi un petit peu sur la fin de saison dernière. Fin de saison dernière, d'accord. On va commencer plus ou moins au mois de janvier avec l'arrivée du nouveau coach. Ouais. Franck Rizzetto qui débarque le 18 janvier. Exactement. Le 18 janvier. Après le départ d'Oswald Tanchot, une période marquée aussi par l'intérim de Frédéric Guéguen qui prend l'équipe pendant quelques matchs. 3 matchs. Pendant 3 matchs. 3 victoires. Exactement. Et du coup, à travers ça, on voulait voir avec toi pourquoi avoir choisi Franck Rizzetto à ce moment-là de la saison. D'abord, on sortait parce que quand on n'est pas à l'intérieur du club, on ne sait pas toujours ce qui s'y passe. On a des bruits de couloir. On sortait d'une situation un peu traumatisante qui ne s'était pas bien passée en interne avec Oswald, avec les dirigeants, avec pas mal de personnes, avec quelques joueurs, pas tous bien sûr, et quelques membres du staff, pas tous bien sûr. Et on avait envie de quelqu'un d'expérimenté. Franck Rizzetto, c'est plus de 500 matchs en Ligue 1, c'est 2 Champions League, c'est quelqu'un qui a fait ses classes, qui a commencé par le foot amateur, qui a passé ses diplômes, qui a ensuite entraîné la réserve du PSG, qui a été très proche de Carlo Ancelotti, et qui a ensuite a été transporté dans les bagages de Monsieur Derzakarian, qui a une image particulière, et je pense que cette image un peu de férocité verbale, Franck c'est l'opposé. Je pense que ça l'a même un peu par moments meurtri. Donc du coup il a choisi le camp inverse. C'est quelqu'un qui a du caractère. C'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui c'est pas parce qu'il ne parle pas fort qu'il n'a pas un projet de jeu qui est très clair. Et dans le foot, on a plutôt envie d'entendre Pascal Duprat, d'entendre des gens qui ont le verbe haut, d'entendre des gens qui râlent, qui disent les gars, voilà. Et Franck, il est pas comme ça, donc il y a un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, je pense qu'il était en voie de se terminer à la fin de saison, sauf qu'à l'intersaison, comme toutes les équipes, on a renouvelé une partie de notre effectif, donc il faut que de nouveau ce temps d'adaptation arrive, parce que dans le foot, des entraîneurs comme Franck qui parlent de foot, qui sont, j'aime pas le terme intellectuel du foot, mais qui expliquent les choses, qui sont bienveillants, c'est une denrée rare. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a plutôt envie de le protéger. Vous savez, je crois qu'on a fait 7 ou 8 matchs sans gagner avec Oswald Tanchot. J'ai jamais entendu un supporter dire Oswald démission. Là, on a fait 3 matchs de suite sans gagner, et sa personnalité, parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, et pour ça, il faut le découvrir, il faut prendre le temps. C'est pas quelqu'un qui va passer son temps sur les réseaux sociaux. Il est pas là pour sa com. Il est là pour le club. À l'intérieur du club, il est très apprécié par le staff, par les dirigeants, par notre président, par beaucoup de nos joueurs. Et on sait très bien qu'il fait du bon travail. Donc on est très heureux d'avoir pris Franck Rizzetto. On avait envie aussi de stabilité, parce que aujourd'hui on avait fait le choix d'avoir plutôt un staff stable,
puisque notre staff, il est là depuis 10 ans. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas changé de staff. Moi, je crois à la durée, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux, même si c'est pas des gens avec qui je vais dîner tous les soirs. Je pense que ce sont des gens qui sont meilleurs aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ils ont découvert le professionnalisme avec nous, avec moi, avec le GF38, avec Stéphane Rance-Noblet. Ils sont meilleurs que quand je suis arrivé. C'est aujourd'hui un bon staff. On l'a vu pendant l'intermède de Fred Guéguin. C'est d'ailleurs ce que je leur avais dit. Vous n'avez pas envie de gagner des matchs, un peu les gars, pour montrer que vous êtes des bons. Et ils avaient été à la hauteur de la situation. On est très content d'avoir un staff fiable et on cherchait un chef d'orchestre capable d'emmener tout le monde avec lui sur une méthodologie un peu traversante avec le club. Et c'est pour ça qu'on a choisi Franck, que le président a choisi Franck, parce que c'est toujours un choix présidentiel, le choix du coach, même si moi je lui fais des propositions. Et on a signé Franck pour 3 saisons parce qu'on a besoin de durée, on a besoin qu'il ait le temps d'exprimer ses sujets et qu'on n'a pas envie, on a envie de construire quelque chose avec lui sur un petit moment. Donc du coup, si je comprends bien, à la base, Franck Rizzetto était là pour un peu un pompier de service pour essayer de finir la saison dernière. Pas vraiment pompier de service parce que c'est pas le genre de la maison. Franck, il sait pas faire le pompier de service. Franck, c'est quelqu'un qui a besoin du long terme. On a pris Franck parce qu'on savait qu'on avait une bonne équipe. C'est pas parce qu'on gagnait pas avec Oswald qu'on n'a pas gagné derrière. On l'a vu tout de suite. On savait qu'on avait de la qualité et on savait qu'avec Franck, ça allait, que les choses allaient naturellement se lisser et avancer. Donc non, on l'a pas pris comme un pompier de service. On espérait justement pouvoir trouver un coach qui reste avec nous un moment et il nous a convaincus sur ces quelques mois. D'accord, très bien. Parce que dans le foot, il y a la partie immergée de l'iceberg qui sont les résultats, qui sont le match. Et puis, il y a la partie de l'iceberg que l'on voit peu, qui sont le travail, les relations, le fonctionnement, la progression générale du club, ce qu'il insuffle. Et ça, c'est quelque chose qui nous a convaincus. Du coup, on finit cette saison dernière à une modeste 9e place. Du coup, l'intersaison arrive, donc du coup, la prolongation de Franck Rizzetto, donc des transferts qui arrivent rapidement, enfin un mercato qui se met en place assez rapidement avec l'arrivée de Baptiste. 2 phases, ouais. Pardon. On a fait un mercato en 2 phases. Mais en 2 phases, voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Avec des premières arrivées qui arrivent. Je pense à Baptiste Moisan. Il y a Stone Mambo qui arrive, Mathieu Millon, Ngata et Baptiste Moisan. Et dans une dernière phase, du coup, fin de mercato, voire toute dernière fin de journée en l'occurrence, on a l'arrivée d'Evans Morin, Moussa Djité, Mohamed Bekchich et Yanga Mbok. Voilà, donc 8 arrivées en l'occurrence. Je pense qu'on a oublié personne. Je crois que de souvenir, c'était une des premières années où on réussit à avoir des recrues avant le début des matchs de préparation. Des joueurs aguerris de national, on va dire, voilà, avec un bon niveau national. Je pense notamment à Mathieu Mion et Baptiste Moisan. Avec une difficulté aussi liée, on va dire, à tout ce qui se passe au niveau financier actuellement. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ce mercato au final du côté du club ? Est-ce qu'on se dit volontairement qu'on va prendre quelques joueurs en début, laisser voir le temps et après en fin de mercato essayer d'avoir des meilleures opportunités, ou alors on travaille vraiment tout le long du mercato pour essayer de bâtir une équipe le plus rapidement possible et la plus compétitive possible. Ouais, immédiatement. On bataille dès le début pour avoir une équipe le plus tôt possible, la plus compétitive possible. Il se trouve que tous les joueurs que l'on a recrutés, on les a contactés en mars, avril, mai, juin. Sauf que Clément Vidal, par exemple, qu'on a contacté en mai, avec qui on a fait une visio-conférence à ce moment-là, il était sur des bases salariales qui n'étaient pas possibles pour nous. Il sortait d'Ajaccio, et avant qu'Ajaccio soit en difficulté, c'était compliqué. On était sûr qu'il allait re-signer là-bas ou aller dans un autre club. Puis quand les choses se sont pas faites, bien sûr qu'on est retourné vers lui, et comme on l'avait contacté tôt, qu'il a, je pense, apprécié notre discours, on a pu avancer. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. On n'a pas pris de joueurs en plus. Je crois qu'on fait partie des 6 équipes de Ligue 2 qui avons eu le moins de départs et le moins d'arrivées. Il y a 12 clubs en Ligue 2 sur 18, parce qu'on nous dit souvent vous changez beaucoup.
je vous invite d'aller sur le site de l'équipe. Il y a 12 équipes qui ont fait plus d'arrivées et plus de départs que nous cette année. Donc on a essayé de prendre avec Franck, on a discuté beaucoup avec Franck, avec Fred, avec Arnaud, avec Hamid et avec Olivier sur les profils des joueurs qu'on voulait prendre. Tous les joueurs qu'on a pris ont été bien sûr validés par le staff. Il y a des joueurs qu'on n'a pas vus encore, je pense au petit Ngata, etc., qui vont être des grosses révélations, je pense. Donc on est content de notre mercato, mais on avait besoin d'un peu d'adultes. Et ces adultes-là sont les joueurs les plus chers. On n'a pas réussi à les prendre au début du mercato. Le temps que les agents et les joueurs comprennent que le foot était en crise, que les salary cap allaient baisser, que la masse salariale allait baisser dans tous les clubs. Il a fallu un peu de temps. Il a fallu un peu de temps pour Moussa Djité. Evans Morin est encore un jeune joueur, mais il jouait dans un club de première division en Suisse. Donc voilà, il a fallu un peu de temps pour finir de les convaincre et que l'économie du foot les rattrape un peu et que leur intelligence fasse qu'à un moment donné, il fallait trouver une solution. Ça a été un peu le cas aussi avec Gaëtan Paquiez, qui on a eu du mal à faire renouveler parce que c'était financier du coup. Parce que Gaëtan voulait rester et nous on voulait le garder. Sauf que logiquement, il a regardé un peu ailleurs, voir s'il allait trouver mieux. Et puis quand il s'est aperçu qu'on était dans les clous du nouveau foot, de la nouvelle financiarisation du foot, à choisir, il a préféré signer pour nous et on l'en remercie et on a tout fait pour le conserver. Et Max, pour Gaëtan, du coup c'était financier et sur une durée de contrat aussi sur laquelle il fallait tomber d'accord ou... Oui, la difficulté de la durée, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de visibilité. On pense que les droits télé vont un peu remonter, il y a des bruits qui courent, mais aujourd'hui ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé de 5 millions et quelques de droits télé à 500 000 euros. Donc aujourd'hui, c'est Stéphane Rosnoblet qui a fait un chèque de 4,7 millions cet été pour combler le déficit. C'est pas 400 000 euros, on parle de 4,5 millions. Donc on doit à un moment donné tenir compte de ça. Le foot est en crise, ça nous dédouane de rien, parce que c'est la crise pour tout le monde. Mais nous, avec nos moyens, on considère qu'on a construit un groupe de qualité et que sur la durée de la saison, on va s'en apercevoir. Donc on peut aujourd'hui affirmer, Max, que du coup le club a été obligé de revoir les salaires à la baisse par rapport aux années précédentes. Non mais nous c'est pas un secret, en général on est assez transparent sur ces sujets. On avait un salary cap à 15 000 euros brut, ce qui est beaucoup d'argent, mais qui est très raisonnable par rapport à ce qui se fait par des clubs détenus, par des fonds de pension, par des entreprises étrangères. On l'a cette année baissé à 10 000 plus des primes qui font que certains joueurs peuvent arriver aux alentours de 12 000, à part les anciens contrats. Mais donc 10 000 euros aujourd'hui, c'est notre nouveau salary cap qui, par rapport à la situation financière. Mais beaucoup de clubs ont fait cela aussi. Je pense que des clubs comme Amiens, beaucoup de clubs aussi ont révisé beaucoup de clubs détenus par des propriétaires français ont révisé leur masse salariale. D'accord. Mais je le dis toujours, c'est pas une excuse. Non, mais justement, moi, quand je débute un match, je veux le gagner. Si je suis pas content, je vais ailleurs. Donc l'argent n'est pas une finalité. C'est vrai que beaucoup de monde s'étonnait justement notamment on parlait du cas Gaëtan Paquiez, qui est quand même le capitaine de l'équipe, de le voir re-signer justement sur le tard. Donc Gaëtan, il a baissé son salaire de plus de 30%. Donc il faut lui tirer notre chapeau aussi. Et pour ça, il fallait du temps. Il fallait du temps qu'il comprenne que c'est pas parce qu'on l'aimait pas. Quand vous dites à un joueur, je vais te donner moins, il dit, en plus, tu m'aimes pas. Ouais, non, mais si, bien sûr qu'on te veut. Sauf qu'à un moment donné, on peut pas faire n'importe quoi. Après, pas mal de départs aussi. C'était principalement des fins de contrat pour beaucoup de joueurs. Beaucoup de fins de contrat. Et puis, je vous dis, regardez un peu ce qui se passe dans les clubs de Ligue 2. On est toujours dans les 6 équipes qui en vont le moins d'arrivées et le moins de départs. Après... Donc, le turnover, il est énorme dans le foot moderne. Il est trop important dans le foot moderne. Mais aujourd'hui, nous, on est plutôt dans le tiers faible de ces arrivées et de ces départs. Là, je vais parler notamment de l'attaque. Par exemple, parce que ça a été dit déjà dans plusieurs questions qui ont été posées. Beaucoup s'étonnent aussi justement de ce manque d'instabilité pour certains postes, notamment sur le poste d'attaquant, de buteur. On voyait par exemple Jabari qui est arrivé l'an dernier et qui repart aussitôt cette année. Est-ce que au final c'est parce qu'on se rend compte que ces joueurs ne sont plus en phase avec le club, ou c'est parce que du coup on a misé sur eux, mais au final ou alors c'est pour récupérer de l'argent tout simplement à un moment donné? Comment te dire, Jabari, on s'est pas trompé sportivement. C'est un exemple. Ouais, non mais c'est un bon exemple. On s'est pas trompé, c'est un joueur qu'on a acheté. 500 000.
je parle jamais d'argent, je parle jamais de montant de transfert. On commence à titiller, Max. Non, mais en général, je suis assez transparent sur ces sujets, sauf que là, ça touche le président et voilà, c'est sa décision. Pas de problème. Mais Jabari, c'est un garçon talentueux. Mais c'est un garçon talentueux qui a été transféré, qui est arrivé chez nous et qui pensait que tout de suite il allait être titulaire. Parce qu'on devait vendre Pape Messaba. Pape Messaba est resté, il marchait sur l'eau, il marquait des buts. On a fini par s'en séparer en janvier. Pendant ce temps-là, il a eu le temps de s'aigrir un peu, notre ami Jabari. Il faisait un peu la gueule, quoi. On m'avait pris, je joue pas, faites jouer un mec que vous devez vendre. Puis quand on l'a vendu, Pape Messaba, il n'a pas trop pris son steak. Il était sur une mauvaise spirale et il a eu du mal, même s'il a fait quelques très bons matchs contre Rodez et d'autres, de s'exprimer complètement. Et cette intersaison, il nous a demandé de partir. D'accord. Il a dit, moi, Grenoble, c'est pas un assez gros club pour moi, je veux autre chose. Et force est de constater qu'il a eu raison. Aujourd'hui, on a un prêt avec une option d'achat quasi obligatoire pour Sun Sidati. Il fait des bouts de match, il est pas titulaire là-bas non plus pour l'instant, mais c'est un garçon qui a été... on a misé sur une stabilité avec lui, on l'a fait signer 3 ans, et on s'aperçoit malheureusement que depuis le début de sa carrière, il n'a jamais fait plus d'1 an dans un club. On n'a pas réussi à l'attacher, on n'a pas réussi à le rendre résilient, on n'a pas réussi à lui... Il n'a pas voulu prendre le temps. Une carrière, c'est court, les joueurs sont de plus en plus exigeants, ils veulent que ça aille de plus en plus vite, et on a du mal à trouver des garçons qui sont dans une logique de pérennité. Jabari était dans une logique déjà un peu de star system avec PFC, voilà, on était content de l'avoir arraché un peu à tout le monde de la Ligue 2. Il est arrivé ici auréolé d'une réputation. Avec nous, on l'a un peu dragué aussi pour venir. Et son manque de temps de jeu au départ l'ont un peu frustré. Et ça nous a fait partir sur de mauvaises bases. On n'a sûrement pas tout fait bien, mais lui non plus. Ça arrive. En tout cas, c'est un joueur avec lequel... puisque tu parlais d'argent et ça compte, on va pas perdre d'argent, on va même en gagner un peu, mais on aurait préféré qu'il joue pour nous. Voilà, on prend pas ce type de joueur pour le voir partir, sauf qu'à un moment donné, on a un staff, il y a des choix à faire, et il n'a pas eu cette résilience nécessaire que doit avoir un joueur de haut niveau. Je me permets, juste sur le cas du coup Jabari, c'est du coup un prêt avec une option d'achat obligatoire entre guillemets. Non, je dis c'est quasi obligatoire, parce que on a mis enfin on peut pas rentrer dans les détails, mais comme c'est un garçon en qui on croit, on se garde une possibilité de le récupérer. Okay. Voilà. Et eux se gardent une possibilité de ne pas le prendre parce que c'est un garçon qui n'a jamais fait une saison pleine non plus, donc ils ont besoin de le voir. Cincinnati est en tête du championnat là-bas, donc c'est pas un petit club, c'est un gros club. Donc on s'est ménagé des situations où on peut être gagnant-gagnant de tous les côtés, parce que on peut avoir l'intérêt aussi de le récupérer suivant notre situation, suivant ce qui se passe, suivant s'il a envie. Et voilà, après c'est plus par rapport à l'envie du joueur aussi derrière. Voilà, on est obligé d'en tenir compte parce que beaucoup de joueurs qui s'en vont, c'est parce qu'ils le veulent. Oui. Nous cette année, le marché nous a aidés. Si le marché n'avait pas été ce qu'il est, Diop et Delos seraient partis. Bon, les montants étant pas suffisants, on a réussi à les conserver. On est très heureux de ça. Nous, on veut les garder, nos meilleurs. C'est que comme ça, sur la durée, on va être performant. Mais des fois, entre ce que veulent les joueurs, les besoins du club et le marché, on peut pas faire comme on a envie. Mais à la base, quand on prend un joueur, c'est pas pour le vendre, c'est pour gagner des matchs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut clairement dire que le GF38 est un club tremplin et pas un club sur lequel les joueurs sont amenés à être stables et à rester ? C'est l'image qu'on a actuellement et je voudrais qu'elle change. C'est un peu chiant, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, cet été, on a eu énormément de demandes, beaucoup plus que les années précédentes, parce que justement, on est considéré comme un club tremplin où on sait qu'on va rester en Ligue 2, on sait qu'on est bien géré, on sait qu'on est payé tous les mois, et on sait que si on a une offre au bon prix, on va partir. Bon. On a essayé de casser cette spirale il y a 2 ans avec Bamba, avec Abdoulaye Sanyang, quand il devait partir pour Bordeaux, et on a reçu une offre de 2,5 millions de Bordeaux à l'époque que le président a refusé parce que justement c'était une façon de dire il n'y a pas que l'argent. Et puis derrière ça l'a un peu cabossé le joueur. Oui. Il l'a mal vécu, il a fait une deuxième partie de saison médiocre, il a eu du mal à s'y remettre, puis on a fini par le laisser aller. Donc l'équilibre entre être dur sur les transferts et accepter des fois le départ des joueurs, elle est mince, elle est étroite. Donc quand on a voulu faire preuve d'autorité pour garder à l'époque notre meilleur joueur, ça s'est retourné un peu contre nous. Donc peut-être que le club, dans l'imagerie des joueurs, n'est pas encore assez grand, et que quand on refuse un transfert important, ils ont du mal à l'accepter. Il y a aussi le fait qu'on peut pas
les augmenter. Voilà. Si on avait gardé Bamba en lui triplant son salaire, peut-être qu'il aurait accepté de rester chez nous, sauf qu'on n'avait pas les moyens d'aller dans ce sens. Après, Max, on entend souvent, généralement, effectivement, quand les joueurs ont des offres, et c'est le but du foot aussi, dans des clubs comme le GF38, qui se dit qu'il faut toujours remettre de l'argent dans les caisses. Quand il y a des offres qui se refusent pas aujourd'hui, est-ce que le club est vraiment en capacité de dire on veut se garder le joueur, lui, s'il veut rester ou pas déjà d'une part, mais est-ce que le club est en capacité? Non, on ne veut pas qu'il parte. Je vais vous citer 2 exemples. Cette année, on a une offre pour Mamadou Diop, qui pour moi on parle quand même de pas mal d'argent, hein, mais qui pour moi n'est pas la valeur du joueur, qui pour le président n'était pas la valeur du joueur. On a discuté avec Mamad et on a pu augmenter Mamad parce qu'il est quasiment formé chez nous, il est là depuis 4-5 ans, on a fait un effort sur son contrat, on l'a prolongé de 3 ans, donc un peu ce que je vous disais par rapport à Abdoulaye Niang, et du coup il a dit ok, je reste. Il était content de rester, il voulait pas forcément partir. Ouais. Donc là on a réussi à le faire. Alan Chapchet par exemple, on avait ouvert la porte à son départ, il a eu des offres qu'il a refusées parce qu'il attendait de meilleures offres, donc nous on était d'accord pour qu'il parte à ce montant-là, c'était des bons montants, dans des bons clubs. Lui il attendait mieux. À la fin, on a perdu de l'argent, et lui aussi, puisque du coup, il n'a pas trouvé mieux, il est chez nous, et un joueur fin de contrat chez nous, il ne peut pas jouer, parce qu'on a recruté Stone Mambo à la place, etc. Et donc, c'est compliqué. Donc, c'est dans les 2 sens. On n'est pas toujours responsable. Des fois, on arrive à faire d'un commun... Bamba, c'est nous qui ne le voulions pas, enfin, mon président qui ne voulait pas, et je comprenais sa position. Diop, c'est un accord commun, et Alan, c'est lui qui ne voulait pas. Mais on a respecté les choix de chacun. D'accord. Justement, c'est jamais noir ou blanc. Oui, non, forcément. On parlait justement de recrutement, cellule de recrutement, avec donc les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Justement, Max, parle-nous de cette cellule de recrutement. Comment est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui ? Beaucoup de personnes s'interrogent, justement, parce que quand on entend des nouveaux joueurs qui arrivent, tous les joueurs nous disent... c'est Max Marty qui m'a contacté. Non, bon, il faut. Moi, je suis le décideur final. Je suis le décideur final. Tout le monde connaît ma personnalité. Donc, c'est pas le président Rosnoblé le décideur final. Non, sur les joueurs, il faut être très clair. Sur l'arrivée et les départs des joueurs, on informe le président. Il regarde des images avec nous. On en parle. Il connaît les choses du début à la fin. Il connaît les montants. Et quand c'est dans l'enveloppe financière, c'est et qu'on a l'accord du coach, à la fin, les arrivées et les départs. Ça, c'est ma décision. D'accord. Les budgets, l'organisation du club, alors je ne le fais pas contre l'avis du président. C'est arrivé, je crois, ça fait 11 ans que je travaille avec Stéphane Rosnoblé, je crois que c'est arrivé 2 fois qu'ils me disent non sur un joueur. D'accord. Bon, quand on sait qu'on prend entre 5 et 10 joueurs par an, tu vois, c'est pas sur 11 ans, c'est pas dramatique. Et aujourd'hui, il est très présent à l'intérieur du club. Mais quand on prend Ngata, il nous demande combien, il nous demande des images, il ne demande pas à parler aux joueurs. Donc le président regarde quand même les bien sûr, on l'informe de tout. Ce que je veux que vous sachiez, par exemple, et c'est pour comprendre son implication, c'est que les contrats sont signés par notre président Stéphane Rosnoblé. On les met en place, c'est dans le budget, il a totale confiance en nous. Je ne suis même pas sûr que certaines fois il lise les chiffres, etc. Mais c'est lui qui les signe. Ça va à Annecy, où il est chez nous, c'est lui qui signe les contrats. C'est sa responsabilité, c'est son argent. Donc, nous, on est force de proposition, on explique pourquoi, on cherche à convaincre le staff quand des fois ils ne sont pas trop pour un joueur ou pas. Mais à la fin, c'est le président qui s'engage sur ces sujets, et moi je trouve que c'est très sain. D'accord. Donc justement, explique-nous, alors comment ça se passe, justement, le recrutement d'un joueur ? Pour faire court, et aujourd'hui, à tous les postes, sur les 2 systèmes, c'est-à-dire à 4 derrière ou à 5, parce qu'après, au milieu et devant, ça bouge un peu avec les îlets de débordement. Sur tous les postes, en gros, sur 12 ou 13 postes, mais on joue à 11, mais sur 12 ou 13 postes, parce qu'on peut avoir des îlets de débordement, on regarde en gros 10 joueurs dans les centres de formation et en Ligue 2 en France, à chaque poste. On regarde 10 joueurs dans le monde amateur. Donc ça fait 20 joueurs, par exemple, qui peuvent jouer stopper droit. Et on regarde 10 joueurs à l'étranger. Par poste. Par poste. Amérique latine, etc. Donc en gros, ça fait 30 joueurs sur 12 ou 13 postes. Ces 30 joueurs, c'est Hamid Sadok chez nous qui s'occupe de la data, qui, tous les lundis,
fait des stats sur chaque joueur, sur ces 30 joueurs au poste, nous fait des courbes et compare avec les joueurs qui jouent chez nous, qui sont aujourd'hui titulaires. Et on les suit tout au long de l'année. Il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent. Et quand à un moment donné, on sait qu'on peut avoir un besoin sur un tel poste, on va voir. En général, c'est Olivier qui va voir en premier, parce qu'il est aussi coordinateur sportif de l'équipe. Donc il est au quotidien avec eux, il est plus jeune, c'est un ancien joueur, il est respecté pour ça. Mais c'est lui qui va mettre en place son premier œil. On a bien sûr toutes les images, etc. Et à la fin, c'est moi qui vais le voir. Quand c'est un joueur comme Clément Vidal, on n'a pas été le voir, par exemple. On le connaît par cœur, il est dans notre division. Bon. Donc les choses sont claires. Et quand lui me dit « Ah, ça vaut le coup », on a les stats et lui, il valide la qualité perçue. En général, je me déplace. D'ici là, entre-temps, j'ai déjà contacté son agent pour voir si les choses étaient possibles, toute la partie, de business. Et après, on fait des conf-calls avec Hamid, avec Olivier, régulièrement avec le coach, quand on arrive près de la finalisation. Et quand on peut trouver des solutions. Cette année, on a fait 5-6 visios, 3 visios, je crois. Non, 3. Ouais, 5, on a fait une dizaine de visios, et sur 2 ou 3 visios, on n'a pas pu convaincre le joueur. Il était pas loin et il a signé ailleurs. Donc, ça se joue vraiment... ça se joue à la fin, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on suit en ce moment, là, au moment où je vous parle, on suit en gros, en France, dans le milieu amateur, en Ligue 2, dans les centres de formation ou à l'étranger, 30 joueurs par poste. D'accord. Et lorsqu'on sélectionne les joueurs, du coup, est-ce que le coach, lui, a aussi son mot final à donner, ou on l'informe et du coup, on voit les profils et non, c'est lui à la fin, quand on arrive dans les moments de décision, où on hésite entre un ou deux, on lui demande son avis. D'accord. Voilà. On consulte. On lui envoie 2 fiches, 2 vidéos, on lui dit, écoute... lequel tu préfères. Quel profil tu préfères, voilà, du coup, dans ton et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pris que des joueurs qui ont été... Enfin, pas aujourd'hui, de tout temps. Il n'y a pas un entraîneur passé au club qui peut dire qu'on a pris un joueur qu'il ne voulait pas. D'accord, donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment... peut-être qu'on est très persuasif, on arrive à les convaincre, mais aujourd'hui, bien sûr que le coach a son mot à dire dans le choix du joueur. Donc c'est impératif. Moi, j'ai une question personnelle qui me travaille, c'est que... on joue forcément avec un dispositif tactique défini que le coach choisit. Ça influe forcément aussi sur le recrutement. Par exemple, là, on voit bien que Franck Rizzetto joue avec 5 défenseurs derrière. 3 défenseurs. 3 axiaux et 3 axiaux et 2 pistons. J'imagine que de toute façon, le recrutement est fait en fonction. Comment ça se passe si en cours de saison, on se rend compte que finalement, jouer à 3 derrière et les 2 pistons, c'est plus trop le jeu. On prend des sécurités. Sécurités. Par exemple, le système de base, par rapport à ce que nous disait le coach et le staff, c'est de jouer à 5. Donc nous, quand c'est Rizzetto et le staff. Bien sûr, c'est pas un échange permanent. C'est pas lui qui. Quand Fred a repris l'équipe, c'est lui qui a changé le système. C'est vrai. Parce qu'on avait les joueurs pour jouer comme ça, que notre ancien entraîneur voulait pas a priori le faire. On s'est aperçu que c'était efficace. Donc on est resté dans cette mesure. Prenons un exemple. Quand on prend Ngata, qu'on aime beaucoup par rapport à ce qu'il fait à l'entraînement, qu'on a Nestazaoui, pourquoi on prend Ngata alors qu'on sait que Nestazaoui peut être titulaire? Parce qu'on pense à ce moment-là que Delos va partir, mais on cherche un joueur de couloir. Quand on a Matteo Xanthi qui prolonge, on cherche un joueur du même profil. On sait que Matteo Xanthi, il peut jouer à 4. Donc on prend Mathieu Mion, qui est un joueur plus offensif. On le verra en cours de saison. C'était un joueur majeur à Rouen. Il ne faut pas être pressé. C'est dur l'adaptation. On l'a fait signer 3 ans. Il est très bon en ce moment. Voilà, tôt ou tard, il va avoir du temps de jeu. C'est un joueur pour contre-attaquer. Donc on essaye chaque fois d'avoir un joueur qui peut jouer à 4 et un joueur qui peut jouer à 5. C'est comme sur les côtés. Quand on prend Morin, on sait que c'est un garçon qui peut jouer dans l'axe, tourner autour de Moussa ou autour de Nessa Elfej, mais qui peut jouer dans un 4-3-3 sur un côté, parce que c'est un ailier de formation. Donc on essaye chaque fois d'être attentif à ces 2 systèmes avec des joueurs polyvalents, mais toujours en tenant compte du système de base. Le système de base chez nous aujourd'hui, c'est 3-5-2. D'accord. Parce que moi, si je prends l'effectif actuel... On a 10 défenseurs. On n'a pas 10 défenseurs. Si on compte les pistons, effectivement, ça fait 10 joueurs. 10 joueurs à vocation. Aujourd'hui, on est clair. Notre effectif, il est
très bien équilibré à un sujet près. On a 5 défenseurs centraux pour 3 postes. On est d'accord. C'est normal. Je compte pas Alan Chapchet. Oui, mais voilà, justement, c'est parce que Alan Chapchet est sur le départ. Non, mais nous, on le compte pas, parce que tôt ou tard, il va partir. C'est sur Okay. Noël. Bon. Donc, il joue pas. Okay. On en a 5 pour 3 places. Donc, confirmation qu'il ne jouera pas du tout jusqu'à la fin de saison. C'est clair avec lui. Bon. Okay. Pas jusqu'à la fin de saison, parce que je pense que d'ici là, on va trouver une solution pour lui. C'est un garçon qu'on apprécie. Okay. Je peux refaire son histoire. Ouais, on l'a pris, il était quand même un peu en difficulté dans son club. On l'a remis en route. La première année, il a boudé parce qu'il trouvait qu'il jouait pas assez. La deuxième année, il a été blessé tout le temps. Il a fait 35 ou 38 matchs l'année dernière. Donc, à 1 an de la fin de son contrat, c'était logique qu'il bouge. Il a fait les choix qu'il a bien voulu faire avec les infos qui lui ont été données. Bon, aujourd'hui, il connaît la règle. C'est un garçon charmant, bien élevé. On fait tout pour qu'il continue à s'entretenir. Enfin, voilà, on n'est pas en conflit avec lui. C'est une décision du club par rapport à son contrat. Il en a été informé depuis longtemps. Non, mais c'est pour donner une explication aussi à beaucoup de personnes qui nous demandaient où était passé Alan Chapchet. Donc, on a ça. Ensuite, on a 2 joueurs, 2 pistons. Puisqu'on sait que Nestazaoui peut jouer plus haut. Oui. Au milieu, on a 6 joueurs pour 3 places, si on compte Bangré et Moisan. Et devant, on a 6 joueurs pour 2 places quand on joue. Voilà. Parce que les attaquants... Mais parce que, comme nous, on sait qu'on peut un jour jouer à 3 attaquants, et qu'on a besoin de mettre des attaquants sur le banc, eh ben on a 6 attaquants comme une équipe qui joue en 4-3-3. On a essayé de construire une équipe avec des joueurs polyvalents. Le seul inconvénient de cette équipe, et là, c'est tout le travail de Franck Risetto, c'est qu'on a, pour moi, mais c'est ma faute, un peu trop de titulaires. On a vraiment 17-18 joueurs qui peuvent jouer, non pas qui se valent, suivant des profils différents, mais qui peuvent jouer dans cette équipe. Le vrai Moussa Djité, il doit être titulaire. Oui, sauf qu'on a vu que Moussa Djité, il n'est pas prêt. Il n'est pas encore prêt physiquement. pour pas du tout, mais je te dis le vrai. Donc, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 semaine, demain, je ne sais pas. Alors, on souhaite tous le retrouver, parce que pour le moment... Avec des bons souvenirs de lui. Il ne faut pas être inquiet. Evans Morin vient pour être titulaire. Mamadi Bangré doit être titulaire. Nesta Elfej a montré à Saint-Etienne qu'il pouvait être titulaire. Diaby est notre meilleur buteur. Kerouédan était meilleur buteur de national. Et on sait que quand on vient de national, il y a un temps d'adaptation. On l'a vu pour Bas, il a mis 3 buts la première année et il en a mis 10 la deuxième. Donc, la difficulté, c'est de trouver les bonnes paires. Voilà. Et aujourd'hui, le gros sujet du coach, c'est qu'on a tout un tas de joueurs, et on l'a vu ce matin à l'entraînement, dans un entraînement très intéressant, où il n'y a pas d'équipe bis. Et ça, il faut arriver petit à petit à le définir. Il faut arriver petit à petit à trouver les bons réglages et les bonnes associations. C'est le plus dur, c'est le travail du coach. Donc on l'a mis un peu en difficulté sur le fait qu'il a beaucoup de joueurs qui ont le niveau de la Ligue 2 et par moments ça peut desservir. Donc il faudra vite qu'on trouve des équilibres et qu'on rectifie s'il y a besoin en en prêtant quelques-uns, en trouvant des solutions en janvier par rapport à ce que lui aura décidé. Donc pour toi, Max, donc tu nous l'as clairement défini. Tu estimes qu'on a un effectif aujourd'hui qui est conséquent et où tout le monde a sa place et tout le monde peut jouer. Non, mais aujourd'hui, au milieu de terrain, quand on joue Diba, Mbok, Jessie Bonnet, Valls, je pense pas que 4 milieux de ce niveau. On a 4 milieux de haut niveau. Tu rajoutes Moisan, qui a été un très bon joueur en Ligue 2, qui l'année dernière a fait carnaval. Tu rajoutes Mamadi Bangré, qui est quand même un garçon sur qui on a eu des offres cet été et qu'on était content de faire revenir et que le coach a souhaité conserver à l'intersaison. On pense que voilà, on a une abondance de biens dans toutes les zones de jeu, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les bonnes associations. Il y a des joueurs quasi indispensables. C'est difficile à dire, mais se passer de Jessie Bonnet, c'est dur. Tu vois. Ouais, mais voilà. Il y a des joueurs cadres. Il y a des joueurs un peu différents. Mais le vrai sujet, c'est d'arriver à mettre tout ça en musique. Moi, je pense que voilà, je suis pas inquiet sur la qualité du jeu qu'on doit être capable de fournir, parce que pour l'instant, on défend bien, mais on doit être plus précis offensivement, même si contre Bastia, on a 3 grosses occasions, 7 de Kerouédan, on tape 2 fois le poteau. On dit 11 contre 10, mais quand je vois Rennes lance 3 jours après, avec une expulsion d'un Lensois à la première minute, Rennes n'a pas gagné. Le foot aujourd'hui, il ne faut pas penser que les adversaires sont des imbéciles, c'est dur, et on est capable de s'en sortir à 10 en défendant bien. Donc oui, on aurait pu mieux faire sur ce match, mais pour moi, il y avait déjà un léger mieux.
Mais donc, toi, Max, sur ce début de saison, tu serais plutôt satisfait de la façon dont joue l'équipe? Non, je suis pas satisfait de nos résultats. Non, je parle pas du résultat. Non, moi j'ai les boules. Je suis pas satisfait de nos résultats. On n'a pas pris assez de points. Je suis pas satisfait du jeu. Okay. Par contre, je suis satisfait de l'état d'esprit. Je suis satisfait de l'engagement des joueurs. Je suis satisfait de leur adhésion à ce qu'ils font avec le coach. Je suis satisfait du but qu'on a marqué sur CPA pour notre victoire contre Dunkerque sur une combinaison d'Arnaud avec Stone Mambo. Je suis satisfait parce que les mecs, ils y sont. Mais on n'a pas trouvé les bonnes formules et on n'est pas sur notre meilleur niveau. Et notre nombre de points, notre nombre de victoires, notre classement n'est pas satisfaisant. C'est anormal. Avec ce groupe-là, on doit faire mieux. Même si on est jeune. Voilà. Aujourd'hui, on a des joueurs d'expérience, on a des joueurs qui ont beaucoup de matchs en Ligue 2. Voilà. On en a. On a Gaëtan Paquiez, on a Stone Mambo, on a Clément Vidal, on a Jessie Bonnet, on a Théo Valls, on a Moussa Djité, on a des joueurs, on a Bangré, on a des joueurs qui ont des saisons complètes en Ligue 2. Et à un moment donné, il faut que ça s'exprime et il faut que le staff et autour du coach trouve les bonnes formules, mais je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas satisfait de notre classement, de notre prise de points, je ne suis pas satisfait du jeu, c'est clair. Mais je suis satisfait de l'état d'esprit et je suis satisfait de la façon dont on travaille. Donc, tôt ou tard, la roue va tourner. Donc, ce qui manque pour toi, actuellement, ça serait quoi? Un peu de la stabilité dans l'équipe, arriver à dégager 12, 13, 14 joueurs qui jouent tout le temps. Ce que la mayonnaise, elle prenne aussi. Voilà, et un poil de réussite. Tu vois, on regardait l'autre jour au ralenti la frappe de Valls quand il met sur le poteau. C'est bien joué. Mais s'il décale le ballon à Moussa Djité, peut-être qu'il y a but. Donc, c'est... Bah oui, il ne le connaît pas bien, ils ont jamais joué ensemble, ils ont fait 10 séances ou 15 séances depuis qu'il est arrivé. Peut-être que dans un mois, il lui donne. Tu vois. Et est-ce que, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais est-ce que au final, je t'entendais parler d'expérience, est-ce que c'est pas de l'expérience justement qui manquerait à cette équipe? Parce que tu dis que l'état d'esprit est présent, tu nous as cité des joueurs qui ont pas mal de matchs de Ligue 2, notamment à Gaëtan Paquier, je pense à Clément Vidal aussi. Tu as cité Mamadi Bangré, etc. Mais moi personnellement, Shaquille avec Delos, Matteo Xantip. Pour toi, ce sont des joueurs d'expérience. Ce sont des vrais joueurs de Ligue 2. Matteo Xantip, il a 25 ans. Shaquille Delos, il a 24 ans. Je veux dire, à 24-25 ans, quand tu as 100 matchs de Ligue 2, tu es un joueur de Ligue 2. D'accord. Mais en termes d'expérience proprement dit, est-ce que, moi, ce que je veux venir avec toi, Max, c'est que pour moi, Gaëtan Paquiez, par exemple, est un joueur d'expérience. Il a de l'expérience, il a une carrière derrière. Jessie Bonnet est un joueur d'expérience. Et qui, alors, ce sont des leaders. Par contre, ce sont des leaders parfois plus techniques que psychologiques. Peut-être. Alors, tu ne seras peut-être pas d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression qu'à cette équipe, l'arrivée de Clément Vidal, en tout cas, va en ce sens où on a vraiment l'impression, en tout cas sur les derniers matchs qu'on a vus, que c'est un leader d'expérience, en plus d'être un défenseur qui justement, je pense... Tu vois, c'est un garçon de 25 ans. Bien. Donc, je suis d'accord. Ce que tu dégages, la qualité perçue n'est pas que liée à ton âge. Voilà, mais en tout cas, j'entends, moi, que l'état d'esprit, que tu dis que l'état d'esprit est là. Je vais aller dans ton sens. Tu as raison. Aujourd'hui... Non, je veux que pas forcément que tu ailles dans mon sens. Mais je veux qu'on débatte sur ça. Quand on prend Clément Vidal, on est super content parce que c'est un vrai leader. Tu parlais de leader tout à l'heure, il y a plusieurs formes de leader. Gaëtan Paquiez, c'est pas un leader technique. Voilà. C'est un leader d'impulsion, c'est un leader de caractère, c'est un leader de détermination. Jessie Bonnet, c'est un leader technique. Oui. Valls, c'est un leader de course. C'est celui qui fait 12 bornes par match, 13 bornes par match, qui montre l'exemple. Donc, on a aujourd'hui un leader humain, qui est Clément. On a un leader d'agressivité, de positivité, qui est Paquiez. On a un leader technique et on a un leader de volume. Donc, pour nous, c'est important d'avoir ces 4 leaders-là. On les cherche. Aujourd'hui, il nous manquait cette case, comme qu'on avait quand on avait Charles Piquel ou d'autres. C'est dur à trouver ces joueurs-là. Voilà. Et on pense qu'un garçon comme Clément, ça doit devenir un joueur très important dans notre club sur la durée. Mais il arrive, c'est difficile d'être leader quand tu arrives. Voilà, il faut écouter un peu ce qui se passe, tu ne peux pas t'imposer, il faut d'abord devenir titulaire. Voilà, il faut arriver à son meilleur niveau. Mais aujourd'hui, nous, sur ces 4 sujets, sur ces 4 leaders importants, ces 4 formes de leadership, on pense qu'on a des gens capables d'occuper ce rôle. Max, à quel moment on s'inquiète du coup de ce début de saison, de cette base? À quel moment du coup on se dit
il faut un électrochoc ou il faut que ça change, parce que du coup on entend bien. Non mais là, vous êtes des supporters, vous n'êtes pas des journalistes, bien sûr qu'on s'inquiète pas. On s'inquiète de quoi? On s'inquiète quand il se passe rien. Aujourd'hui, nous on voit notre quotidien. Ce que vous voyez vous, le match, par moment il peut être inquiétant, quoi, parce que c'est pas ce qu'on nous on voit à l'entraînement, c'est pas le travail, ça se traduit pas, on n'a pas trouvé la bonne alchimie, les planètes s'alignent pas, mais nous on voit bien dans notre quotidien que la roue va tourner, on voit bien que ça travaille bien, on voit bien que les joueurs adhèrent, on voit bien que ça bosse, on voit bien qu'on progresse, on voit bien que les joueurs sur qui on compte sont en train de progresser et d'arriver à leur meilleur niveau. Donc non, nous on n'est pas inquiets. J'étais pas inquiet déjà, mais attentif l'année où on avait Mauricio Giacobacci, parce que là on n'avait pas d'équipe. Nos cadres étaient blessés et on s'était trompé sur un joueur ou deux dans le recrutement. Je m'étais trompé, c'est ma responsabilité. Donc j'étais pas soucieux parce que je savais qu'il y avait un marqueur d'hiver et c'est là qu'on a réagi avec l'arrivée à l'époque de Jordan, Bamba et d'autres. Mais là, au moment où je vous parle, je pense que cet hiver, on aura plutôt des joueurs qu'on va prêter pour avoir du temps de jeu que des joueurs qu'on va recruter parce qu'on a la qualité. D'accord, Max. Je voulais revenir sur... donc on parlait du recrutement, mais je voulais revenir sur la cellule avec le lien que tu entretiens avec Olivier Monterrubio. Oui. On a eu la chance de l'avoir dans l'émission, de l'avoir reçu. Donc il nous a expliqué un petit peu justement le fait que vous connaissiez depuis très très longtemps. Max, aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. L'avenir, il est plus derrière toi que devant toi. Est-ce que Olivier Monterrubio est censé prendre la relève, entre guillemets, ta relève derrière? C'est une formidable mission, c'est un formidable objectif et j'en suis très fier. C'est ce que j'essaye de faire. C'est un garçon que j'ai connu quand il avait 15 ans, qui a fait une formidable carrière. Qui est un bosseur. C'est pas un mec du foot qui survole les choses et qui vous montre ses anciens maillots. C'est un gars qui est tous les jours avec l'équipe. C'est un gars qui parle de foot, qui parle aux attaquants, qui fait tous les déplacements, qui est tout le temps présent. Là, on l'a inscrit pour parfaire sa formation à l'école de Jean-Pierre Caraguio à Limoges, celle de Zidane et d'autres. Il a commencé ses cours pas plus tard qu'il y a 2 jours. Il a 2 ans de formation là-dessus. J'essaye de transpirer auprès de lui l'expérience que je peux avoir, ma vision des choses, mes rapports avec les agents, mon fonctionnement. Mon objectif, bien évidemment, serait qu'Olivier devienne un jour le directeur sportif du GF38. Ça, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est celle du président. Mais aujourd'hui, je mets tout en place pour que ce jour arrive. Et si ce jour arrive, j'en serai très heureux et très fier, parce que ceux qui partent en disant ça sera moins bien sans moi n'aiment pas leur club. Et moi, j'ai beaucoup de défauts, mais j'adore le GF38. Je suis un fan. J'ai fait la moitié de ma carrière ici. Je suis monté 4 ou 5 fois avec ce club. Donc, ce que je veux, c'est que ça soit mieux après moi que pendant ma présence. Donc, je compte sur Olivier pour... peut-être que c'est lui qui fera monter le club en Ligue 1 ou qui participera avec le coach, avec le presse. Peut-être que je serai encore là, parce que notre objectif, c'est quand même de gagner des matchs et de laisser passer cette mauvaise année, qui est une année financièrement un peu difficile, tout en ayant des bons résultats sportifs, mais pour repartir sur des bases saines et être compétitif. Parce que dans le foot, on ne peut pas dire que notre objectif, c'est de nous maintenir. Oui, on veut se maintenir. Cette année, on veut se maintenir. Il faut qu'on sorte un peu le cul des ronces, il faut qu'on avance, il faut qu'on se cale vite au milieu, qu'on aille faire un truc en Coupe de France, qu'on soit compétitif, qu'on remette du monde dans le stade. Ça, c'est chiant d'être pas... Voilà, cette espèce de GF38 bashing qui transpire un peu de partout. Ça fait 8 ans qu'on est en Ligue 2, il n'y a pas assez d'argent là, il n'y a pas assez d'argent ci. Bon, faut savoir ce qu'on veut, quoi. À un moment donné, on est dans une année difficile, on a un président qui met de l'argent, on avance sur notre centre d'entraînement et centre de formation un peu moins vite que prévu, mais je sais très bien que je ne partirai pas définitivement du club, donc cet outil ne sera pas construit parce que c'est un élément fondamental de la réussite du club. Et je sais, depuis le début, depuis 11 ans que je connais le président, qui veut aller en Ligue 1. On n'est pas Stéphane Rosnoblet, patron d'une entreprise qui fait plus de 3000 salariés, qui fait énormément de chiffre d'affaires. On fait pas du foot pour rester en Ligue 2 toute sa vie. C'est un compétiteur.
C'est quelqu'un qui veut gagner. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, il faut y aller étape par étape. Cette année, il a décidé plutôt d'investir quelques millions d'euros dans l'équilibre du club parce que c'est notre oxygène. Il faut qu'on soit en Ligue 2 et qu'on soit compétitif et qu'on avance. Mais tôt ou tard, on va remettre en place de l'équilibre, on va retrouver les fonds nécessaires pour finir notre centre et devenir un club qui un jour doit aller en Ligue 1. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui que le club justement n'évolue pas, il stagne, il stagne proprement dit, voire même il régresse? Ouais, j'entends ce sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que nous, sportivement, on progresse dans nos outils, dans notre data, dans notre façon de recruter. Comment te dire ? Ce que tu dis est vrai. Mais aujourd'hui, tout ce que l'on a construit transpire à l'extérieur. Aujourd'hui, on est beaucoup plus apprécié dans la France du foot qu'intramuros. Beaucoup de joueurs veulent venir chez nous, beaucoup d'entraîneurs veulent venir chez nous, beaucoup de gens pensent que la mariée est plus belle qu'elle n'est réellement. On a une très bonne image dans la France du foot. On a l'image d'un club solide, sérieux, qui a des projets, qui va construire un centre, qui est bien géré, qui recrute, qui vend des joueurs, qui est costaud. Et on n'a pas cette image en interne. Mais c'est normal qu'on ne l'ait pas en interne. Parce que, comme tu l'as dit, on est un peu à flux tendu en ce moment. C'est une année, c'est sûrement l'année où on est au fond de la piscine. C'est l'année où on doit rebondir. C'est l'année la plus plate en termes de fonctionnement et en termes de mise en avant. On a préservé le cœur de la machine, c'est-à-dire la partie sportive. C'est là qu'il y a eu le moins d'efforts de fait, même si on a baissé notre masse salariale de 750 000 euros. Et aujourd'hui, l'image du club en interne et sur le territoire peut en pâtir. Tu as raison, mais on en est conscient. Sauf qu'à un moment donné, il faut passer cette mauvaise période. Et quand on récupère de l'argent, là, peut-être que demain, on aura plus de droits télé, plus de choses. Moi, je pense qu'il faut relancer la cote. Voilà, ça, c'est la priorité. Est-ce que notre priorité, c'est de faire de la communication pour dire qu'on travaille bien, ou est-ce que c'est de construire des outils ? Ça sera un débat. On ne sera pas d'accord. Ça sera un choix présidentiel. J'ai mon avis là-dessus. Je sais qu'on m'a beaucoup fait le reproche de ne pas assez faire de com, de pas assez vendre les choses, de ne pas assez expliquer. Voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, quand un jour je partirai d'ici, on a un centre d'entraînement, on a un centre de formation et on a un club le plus proche possible de la Ligue 1. Je pense qu'à ce moment-là, on aura tous bien travaillé. Mais le chemin pour y arriver, on dit tous les chemins mènent à Rome. Chacun choisit son chemin. Nous, on en a choisi un qui fait pas l'unanimité, je le comprends. Max, il y a un sujet qui est ultra important et qui, du coup, on l'a un peu évoqué, c'est l'affluence au stade, du coup. Ouais. Le GF est remonté depuis, du coup, maintenant presque 8 ans, donc depuis 2018. Alors, on prend les chiffres comme on veut les interpréter, mais du coup, 2800 spectateurs, c'était le plus faible total, du coup, du club depuis sa remontée en Ligue 2, c'était, du coup, début d'année contre Laval. Beaucoup de personnes pointent plusieurs problématiques, du coup. Alors après, principalement, du coup, c'est le manque de jeu souvent à domicile, le manque de spectacle. Beaucoup de personnes qui peuvent se déplacer pour des gros matchs, c'est là où on peut les happer. Et au final, du coup, il y a beaucoup de déceptions. Il y a eu une augmentation des tarifs, du coup, cette année aussi, du coup, par rapport à ça. En fait, on a, du point de vue supporter, et c'est souvent ce qui remonte, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de travail qui est fait. Et en fait, chaque année, en l'occurrence, les affluences sont toujours de plus en plus faibles. Comment on peut les contrer? Comment on peut attirer les nouvelles personnes? Parce que du coup, on disait effectivement que Grenoble a peut-être une belle image à l'extérieur, mais au final, ce qu'il faut séduire, c'est les Grenoblois, et aujourd'hui, les Grenoblois, ils répondent pas présents. Non, mais t'as raison. Bon, on va pas se battre sur les chiffres, même si je suis pas tout à fait d'accord avec les tiens, c'est pas le sujet. C'est des affluences qui sont très faibles. On n'a pas le droit de pas être d'accord. On est sur des affluences entre 3 000 et 5 000 personnes grand maximum. Du coup. On est en gros de moins en moins nombreux, et depuis qu'on est monté. Mais c'est le cas alors, je me dédouane pas du tout, mais c'est le cas d'autres sports. Je pense qu'au FCG, ils sont de moins en moins nombreux. Et comment on peut expliquer par exemple, la patinoire, ils ont du mal à remplir, mais parce que d'abord il y a un problème économique global. Sur l'augmentation des places, on a augmenté les places, mais souvent les places les plus chères. Je pense qu'on est les places quasiment, on a des places à 5 € derrière le but. C'est les places les moins chères de la Ligue 2. C'est à moins 5 € derrière le but. En abonnement. On doit pas être en abonnement. Parce qu'appeler place sèche, c'est 12 € aujourd'hui. Mais voilà, mais bon, après on n'est pas deux. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit faire partie des 25% des places les moins chères de Ligue 2. Mais on a augmenté, parce qu'on était déjà très bas. On est quand même un club qui est attentif à ces sujets. Je ne pense pas que ce soit le prix qui empêche les gens de venir. Ce qui empêche les gens de venir, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à s'identifier à notre territoire.
On a lâché nos contacts avec les partenaires locaux qui sont les entreprises, qui sont les autres clubs locaux, parce qu'on s'est concentré que sur nous. Parce qu'on a une équipe administrative et commerciale et en communication et sur la billetterie qui est jeune, où on manque un peu de personnalité, d'expérience, on va dire, parce qu'on a des gens compétents, très compétents. Je pense que Chloé Mouton est très compétente pour la billetterie dans son domaine technique. Je pense que Augustin Douillet fait un travail remarquable. Je ne parle pas d'Alex Ramos, qui est un directeur financier de très bon niveau. Christophe Brun, qui a repris tous les services. Didier Garcin, qui aujourd'hui est capable de gérer l'intégralité de nos contrats, qui s'occupe de la sécurité. Alors j'entends dire parfois, oui, alors ils font 15 tâches. Non, c'est pas vrai. Les choses sont très structurées, très normées, sauf que prenez notre service com, ils sont souvent critiqués et je pense qu'on peut faire mieux. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris Hugo et que peut-être demain on va prendre quelqu'un d'autre et on réfléchit à ces sujets. Mais ils sont dépendants de l'argent qu'on investit. Si nous, demain, on met 20 000 euros de com par match, on va faire 2000 spectateurs de plus. Aujourd'hui, ils travaillent sans ces moyens-là. Il n'y a pas que les hommes et les femmes. On a des jeunes compétents. On manque un peu d'expérience locale. Voilà, on s'est écarté de l'expérience locale pour se recentrer sur l'essentiel en période de crise. Peut-être qu'à un moment donné, ça passe mal. C'est un peu trop. On s'est trop recentré sur nous-mêmes. On a trop essayé de sauver l'essentiel. Sportivement, je pense que dès qu'à un moment donné, on aura repris notre rythme de croisière, on doit s'ouvrir, on doit être capable. Là, je sais qu'on va faire une réception pour nos spectateurs, parce que on nous a beaucoup reproché d'avoir annulé une manifestation avec nos ultras. Mais aujourd'hui, il y a 4 types de spectateurs. Il y a les sponsors, c'est en gros 1000 personnes qui viennent au stade. 1000 personnes, les sponsors, 1000 personnes. À peu près. On fait entre 500 et 1000 repas suivant les matchs. On a environ 1000 spectateurs lambda, on a environ 1000 supporters et on a environ 500 ultras. Mais les ultras, c'est notre porte-voix. Et eux, c'est le pouls de notre territoire. Donc c'est des gens qu'on aime, qu'on respecte et dont on a besoin. Parce que le foot, ça appartient à tout le monde. On n'est pas propriétaire de notre club. Et Stéphane Rossoblé, il est responsable. Le foot, ça appartient au territoire. Il ne peut pas demain dire je prends Grenoble et puis je vais jouer à Genève. Il est obligé de tenir compte des locaux. Donc c'est pour ça qu'on les écoute et qu'on parle. Mais à un moment donné, ils ne peuvent pas décider à sa place non plus. Ils peuvent imprimer des sujets. Et là, sur ce qui a fait cette annulation, on nous a dit oui, liberté d'expression, vous nous empêchez de dire. La Ligue nous envoie un courrier, que j'ai transmis au RedKO d'ailleurs, qui nous dit, écoutez, voilà, on est en fragilité. Je vous dis des choses que je ne devrais pas dire, mais on est en fragilité avec Bein. Bein peut se retirer, ils en ont marre de Bein tue la Ligue 2. Ils trouvent qu'il y a une connotation un peu morbide, alors que ça fait des années qu'ils vous aident, qu'ils donnent 40 millions pour la Ligue 2. Faites quelque chose. Il y a des clubs qui ont vu leur club de supporters, qui l'ont dit, si à la banderole, on vous fout dehors. Je peux les citer, il y en a plein. Donc on n'est pas rentré là-dedans. On leur a dit, non, essayez sur un match ou deux de tenir compte de ça, parce que c'est une demande qui a été faite directement à notre président, et c'est la première fois qu'il vous demande un truc. Je pense que beaucoup d'entre eux sont élus, rencontrent des ministres, rencontrent le président de la Ligue, le DG de la Ligue, sont dans leurs instances de ces sujets. Ils ont dit, non, nous, on ne veut pas l'enlever. Bon, la chose la plus soft que le club pouvait faire dans ce contexte-là, c'est de dire, on reporte notre rendez-vous. Mais le rendez-vous, on ne le fait pas avec les ultras. Les ultras, on les voit régulièrement, on discute, on n'est pas d'accord. Voilà, ils font partie de l'équation du foot pour moi. Cette rencontre, on l'a fait pour les supporters, on les fait pour les spectateurs, on les fait pour les ultras s'ils veulent venir, on les fait pour les partenaires s'ils veulent venir, et je peux vous le dire aujourd'hui, on va la faire contre Pau, dans un endroit un peu innovant, pour faire plaisir. Voilà, c'est pas une décision qui leur appartient, c'est quelque chose que l'on souhaite faire et que l'on va mettre en place après la rencontre contre Pau, avec nos joueurs, dans un espace un peu nouveau, pour que les gens découvrent une partie du stade qu'ils ne connaissent pas.
Donc du coup, ça sera donc le match de Pau et donc il y aura du coup un match spécial aussi puisque ça sera, si je ne m'abuse, le match spécial Octobre Rose. Oui. Voilà, donc on y reviendra nous puisque chaque année on participe justement à une émission spéciale Octobre Rose. Merci pour les informations. Je voulais juste revenir sur 2-3 petites choses avec toi, Max. Tu parlais du prix des places. Alors, comment peut-on justifier de laisser un stade vide sans vouloir baisser le prix des places actuelles en sachant que de toute façon on ne fera pas plus de 2005 ou 3000 personnes? Si on était sûr qu'en faisant gratuit on était plein, je te promets on ferait gratuit. Ouais. Le prix, c'est aujourd'hui, c'est juste un élément de valorisation. Nous, quand on est dans les 25% des stades les moins chers de France, on peut pas dire que le prix est un sujet. On connaît la difficulté des gens aujourd'hui, on connaît ce qui se passe au niveau de la crise. Les prix que nous avons augmentés sont globalement les places les plus chères. On peut s'abonner au stade pour un prix. Je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, mais il y a peut-être un club, mais je pense qu'on est le club ou dans les deux clubs où l'abonnement derrière le but est le moins cher en Ligue 2. D'accord, mais aujourd'hui, au final, c'était ma première question. C'est pas l'argent qui fait venir les gens au stade, c'est la qualité du spectacle. On est d'accord, c'était ma deuxième question. Et c'est notre façon de faire comprendre aux territoires qu'on les aime, d'arriver à avoir ce centre de formation pour avoir plus de joueurs issus de notre territoire, d'avoir des meilleures relations avec les clubs du Tour, qui aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. On ne travaille plus avec eux, on n'est plus présent. On a un partenariat avec la métro, où soi-disant, nous on donne des places pour que ça leur soit redistribué, mais on n'a pas la main dessus. On ne sait pas qui a les places, on ne sait pas combien, on ne sait pas quel club, on ne sait pas comment. Je veux dire, on est instrumentalisé sur ces sujets. On doit reprendre notre destin en main et on doit se rapprocher de nos clubs partenaires. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a lâché à tort parce que c'est que du travail, ça coûte pas d'argent et ce travail-là, on doit trouver le temps de le faire. Est-ce que au final aussi sur ce taux de remplissage, alors je lisais en même temps, j'essaye de lire en même temps, on s'excuse auprès de nos auditeurs, mais non, on peut pas lire à chaque fois vos commentaires et participer aussi activement à l'interview de Max. Donc Chris, si tu as l'occasion d'en sélectionner, n'hésite pas. Donc on s'excuse. Réinvitez-moi la prochaine fois. On va faire une année spéciale Max Marty, du coup, je pense. Avec plaisir, mais avec de meilleurs résultats, Max. Oui, bien sûr. Du coup, moi je voulais quand même revenir sur un point toujours qui au niveau de l'affluence du stade. Beaucoup aujourd'hui de Grenoblois remarquent justement le manque d'identité présente à la fois au niveau de l'aspect technique sur le terrain. On sait qu'il y a un staff qui est grenoblois, on sait qu'il y a des personnes aussi en interne dans le service administratif qui sont grenobloises, d'autres non, ce n'est pas un problème. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne s'identifient plus aussi au GF38. Il y a cette question aussi des joueurs locaux qui a été beaucoup posée, où certaines personnes se plaignent, j'ai plus le nom des invités, enfin des auditeurs en question. C'était Romain qui posait mais qui disait comment se fait-il aujourd'hui qu'on préfère prendre un joueur qui ne sera certainement pas titulaire dans l'effectif professionnel du GF38, alors que dans l'équipe réserve, si bien que l'équipe réserve n'est qu'en R1 ou que les U18 ne soient qu'en R1 également, qu'on ne fasse pas monter, alors c'est même pas monter, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent à s'entraîner avec l'effectif professionnel, mais qui ne percent pas et qui ne font pas partie officiellement de cet effectif professionnel. Alors, je préfère le dire, tu vas me dire que y a eu des joueurs qui ont intégré. Laisse répondre Max. Non, mais je vais répondre. Tu m'as posé deux questions. La première, c'était sur les gens qui s'identifient plus parce que du coup sur l'ADN du club. L'ADN du club était Grenoble. Excuse-moi, aujourd'hui, je me suis emballé. Non. L'ADN du club, pour moi, aujourd'hui, il est lié sur 3 sujets, et notamment sur notre capacité à combattre. Je suis désolé, on n'est pas Nantes, on n'est pas un pays bordé par l'Atlantique où il faut venir au stade en talons, où il y a un Sud-Américain qui fait un truc qui n'est pas dans le manuel. On n'est pas une ville d'intellectuels, on est une ville de montagnards. Ça doit être dur de gagner à Grenoble, on doit batailler, ça doit être dur de nous battre, c'est le cas à Saint-Étienne, on doit retrouver de la fierté, on doit être costaud sur ces sujets-là, on doit remettre en avant
le meneur de jeu un peu à l'ancienne, on en cherche, c'est ce qu'on essaye de faire avec Moisan, avec Bangré, avec Jessie Bonnet, parce qu'on est une ville d'ingénieurs, et de temps en temps, on doit avoir un mec qui doit organiser notre jeu. On doit être ouvert sur l'extérieur, on doit avoir des attaquants qui viennent du bout du monde, d'Italie, d'Afrique, du Canada, de là où on veut, parce qu'on est une ville d'accueil, et on doit être solide derrière, avec des grands défenseurs, et dans les meilleures défenses de Ligue 2, parce qu'on est une ville de montagne, elle doit être dure à battre. Donc, non d'identité, nous, on sait ce qu'on veut faire. Pour ça, l'idéal serait d'avoir un centre de formation pour former les joueurs sur ce sujet. Ça c'est un vrai sujet pour nous, de retrouver de la grinta, de retrouver de l'agressivité, d'être considéré comme une équipe qui est difficile à manœuvrer. Voilà. C'est ça notre ADN de base, avec les 3 caractéristiques que je viens de te définir là. Ça, c'est important. Par rapport à ce que on pourrait globalement appeler la formation et les joueurs qui montent. On ne peut pas dire que dans la formation, on en a. Aujourd'hui, on a recruté Marama Vairuya il y a 2 ans, avec un objectif très clair, c'est de regarder ce qui se passe dans le monde du foot à Grenoble et ailleurs, et d'essayer d'avoir une quinzaine de joueurs qui ont moins de 22 ans, qui un jour ont le potentiel de devenir joueurs de l'équipe 1. On en a quelques-uns du centre de formation, on n'en a pas beaucoup, on en a 2 ou 3 qui viennent du dessous, qui sont restés chez nous, parce que les meilleurs sont partis depuis de longues années et continuent à partir tant qu'on n'a pas d'outils, tant qu'on n'a pas de centre. Donc on récupère les 2e et les 3e couteaux. C'est pas facile de faire avec un 3e couteau de Grenoble un joueur professionnel. Donc on en a 2-3 qui sont en train d'émerger et qui devraient rejoindre l'année prochaine, dans 2 ans, notre groupe professionnel. Mais si on avait, et on le voit, la qualité en interne pour avoir une équipe de R1 exclusivement composée de Grenoblois, on le ferait. On voit bien qu'on a du mal à être performant. En U18, on a eu du mal à être performant chez nos jeunes parce qu'on n'a pas les meilleurs. C'est pas que nos éducateurs travaillent mal, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'outils, on n'a pas de terrain, c'est compliqué. Et les meilleurs jeunes à 13, 14, 15 ans s'en vont. Pour la première fois l'année dernière, avec Olivier Monterrubio et Amine, on a rencontré une quinzaine de parents pour dire « Ne faites pas partir votre petit ». Voilà, il a 12 ans, il a 13 ans, il a 14 ans. Dans 2 ans, 3 ans, on va ouvrir notre centre. Ne le faites pas partir. Voilà. On est un club professionnel, on compte sur eux. On est en train de mettre en place différents éléments athlétiques, avec le staff médical, au niveau de la préparation athlétique, pour avoir un œil particulier sur eux, pour essayer de garder nos meilleurs. Si on garde nos meilleurs, on n'a pas besoin pour l'Aéron de recruter à l'extérieur. Si on recrute aujourd'hui à l'extérieur, c'est qu'on perd nos meilleurs. Et ça, c'est une tragédie depuis de longues années, que j'ai accepté volontairement. On m'en a souvent fait le reproche. Je dis aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'amener votre garçon au meilleur niveau, ou votre fille au meilleur niveau, autant qu'il parte. J'aime le foot, qu'il aille à son meilleur niveau en allant à Lyon, à Saint-Étienne, ailleurs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le garçon qui a 12 ou 13 ans à Grenoble, aujourd'hui, ne doit pas partir. Parce que dans 1 an ou 2 ou dans 3 ans, on aura l'outil nécessaire pour l'amener à son meilleur niveau. Donc là, dans l'effectif, donc si je comprends bien, c'est que dans l'effectif actuel, donc on fait monter un petit peu des jeunes pour participer à l'entraînement avec le groupe professionnel. Certains ont même fait des bancs en Ligue 2 cette année. Moi, de ce que j'entends de la part de personnes qui connaissent le football quand même, il y a effectivement 2-3 jeunes joueurs, qui ont du potentiel. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi ne plus les motiver que de prendre d'autres joueurs qui ne seront certainement pas des titulaires cette année, et de les recruter, je pense peut-être, je sais pas moi, sur un poste offensif par exemple, où il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer. Et est-ce que c'est pas un mauvais signal au final de dire à nos jeunes joueurs... Prenons le cas du petit Dressel par exemple, qui vient de Nice, qui a fait des bancs avec l'équipe 1. C'est le seul depuis le début de l'année. Non, il y a le petit Medroub aussi en défense centrale. Bon, prenons-lui parce qu'il a joué un peu. Bon. Medroub n'a pas joué. C'est un garçon qui jouait en U18 à Nice. Tu imagines ? Qui n'est pas conservé à Nice. Il n'est pas conservé pour jouer en réserve à Nice. Je ne parle pas du groupe pro, les pros, ils les regardent à la télé. Chez nous, c'est le meilleur quand il arrive. Et comme on est dans une situation de crise, qu'on a 2-3 blessés, eh ben, automatiquement, il y a cette passerelle et ce garçon, il a grandi. Bien sûr qu'on a un œil dessus. Le petit Medroub, il a malheureusement s'est reblessé, il a été blessé à l'intersaison, il devait reprendre la saison avec nous sur les stages de pré-saison. Là, il s'est reblessé avec nous, c'est un garçon formidable,
qui a d'énormes qualités, sur qui voilà, on pense que ça peut le faire. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut le faire. Mais on ne peut pas, nous, aujourd'hui, dire je ne vais pas prendre Ngata, je ne vais pas prendre parce que j'ai le petit Medroub qui n'a jamais joué, qui a joué un peu en réserve, qui n'a fait aucun match. Enfin, je veux dire, on a une copie à livrer. Donc, à un moment donné, la place, ça se gagne. Prenons l'exemple de Nesta Zaoui. Nesta Zaoui, cette année, c'est le joueur qui a le plus joué chez nous. Il signe son premier contrat pro. Ça fait 2 ans qu'il peut jouer. Il joue pas. Il s'entraîne avec les pros. Il redescend. Pourquoi il est là? Parce qu'il a été résilient. Ce garçon, on sait que dans sa tête, c'est un joueur professionnel. Il n'a jamais lâché. Il était 19e, il rentrait pas. Il rentrait le soir à 2h du matin, le lendemain, il allait jouer avec la réserve. On l'a mis à l'épreuve. Quand tu ne résistes pas à l'épreuve, que tu es un chat angora, tu peux pas devenir professionnel. Le petit Zaoui, c'est un exemple à suivre. Il faut que tous les garçons du dessous sachent que si ce ne sont pas des chats de gouttière, ils ne réussiront pas dans le foot. Oui, mais est-ce que tu peux comprendre que justement, je parle du football local, avec nos jeunes... Je ne peux pas comprendre que, par exemple, le petit Dressel et le petit Medroub puissent être frustrés qu'on recrute des joueurs. Alors, attention, ça, je ne peux pas le comprendre. Attention, moi, ce que je dis, c'est des exemples. Voilà. Et je ne vois pas... Si, je pense au petit Germinario, que je trouve qu'il a des qualités, par etc. exemple. Tu vois, c'est un garçon sur qui on a un œil, qui s'entraîne avec nous. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, c'est encore insécure. Et c'est pour ça que cette résilience, cet apprentissage de la souffrance, de aller chercher les choses, ça fait partie du métier. Donc, ils doivent attendre leur tour. On ne va pas leur dire tous les jours qu'on les regarde. Bien sûr qu'on les regarde, bien sûr qu'on les connaît, les 2-3 bons. Bien sûr que Marama nous en parle. Bien sûr que ce matin, ils étaient encore à l'entraînement avec nous. Mais à un moment donné, entre s'entraîner avec les pros et être un joueur d'expérience de Ligue 2, comme tu me le réclamais tout à l'heure, il y a une marge. Donc, oui, on les chouchoute. Oui, on voudrait qu'ils restent. Oui, ces 3 joueurs dont je t'ai parlé, il y a 2 Grenoblois dedans. On a envie qu'ils avancent. Mais on a fait des paris avec des Grenoblois. On a fait des paris avec Baptiste Isola qu'on n'a pas réussi. On a fait des... C'est dur. On a eu envie d'y croire. Ce qu'il nous faut d'abord, nous, c'est être compétitif, aller loin en Coupe de France, refaire plaisir à nos supporters, intégrer nos meilleurs. Ça va prendre du temps. Ces joueurs-là, aujourd'hui, ne sont pas prêts. Voilà. Ils ne sont pas encore prêts à rentrer dans le milieu professionnel, surtout dans une situation où, quand tu vois l'état du foot français, il y a des tonnes de joueurs exceptionnels qui n'ont pas de club. Donc c'est dur pour les jeunes. Mais là, on parle vraiment du côté où les jeunes grenoblois peuvent se sentir un peu... Je pourrais même en citer un 4e, on en a 3 ou 4. Ils n'ont pas à se sentir... je ne pense pas que dans un autre club professionnel, par exemple, ces joueurs-là s'entraîneraient régulièrement avec l'équipe pro ou auraient pu faire des bancs. Alors attention, moi, sur les questions que je te pose, à aucun moment, je ne connais personne là-dedans. Ce sont des exemples. J'entends ce sujet. Je ne réponds que aux questions en fait, qui sont posées. J'entends ce sujet. Depuis que je suis là, je m'efforce. Et ça a souvent été, malheureusement, ça s'est souvent mal fini. Parce que peut-être que les Grenoblois pensent qu'ils ont un statut et qu'ils font un peu comme ils veulent. Je m'efforce à prendre des Grenoblois. Quand je prends Manu Pérez, je suis le plus heureux du monde. Je crois que j'en dors pas de la nuit. Je suis content, je le fais signer 5 ans. Tu vois, c'est un rêve pour moi. Bon, à la fin, en 5 ans, il n'a pas fait 20 matchs. Il a été souffreteux. Et il nous a aidés, hein, parce que c'est un mec qui a un caractère énorme, qui a une mentalité géniale, qui est un mec, voilà, si tu as une fille, tu penses à lui, quoi. C'est un mec super. Mais il n'a pas joué. On pourrait parler d'Yorick Ravé. On peut parler d'Yorick Ravé, qui a été chez nous... On en attendait plus. Et après, il y a eu des choses extrasportives, puisque moi j'ai cherché à un moment donné à le prolonger. Et puis les choses ne se sont pas faites. Mais on ne peut pas dire qu'il a marqué le club de sa saison et de son empreinte en mettant 5 ou 6 buts et en faisant 5 passes décisives. Ça reste globalement, alors peut-être qu'on en attend trop aussi, mais ça reste globalement sportivement des échecs. Donc on attend le jeune Grenoblois qui va avoir envie de faire sa carrière chez nous, qui va nous aider à aller en Ligue 1 et qui va devenir l'emblème du club. Bien sûr qu'on le cherche.
Du coup, on va quand même offrir un t-shirt parce que depuis tout à l'heure, je vois que depuis tout à l'heure, on parle. On n'en attendait pas moins de Max de toute façon de nous donner justement pas mal d'infos. Tu me laisses revenir vers toi dans 3 minutes parce que du coup, sur plusieurs sujets en même temps, donc du coup, pas de souci. Il n'y a pas vraiment de souci. Là, on est pas mal demandé sur le chat. Vas-y. On va laisser Max se rafraîchir. Il y avait 2 sujets aussi qu'on voulait aborder. Alors après, peut-être le temps va nous manquer ce soir. Il y avait déjà le projet du centre d'entraînement en l'occurrence. On peut déborder un peu. Après, c'est si Max est disponible. La première chose, et après on avait un deuxième sujet concernant le président. Après, à voir ce qu'on peut avoir comme information. Et le coach. Ouais. Bon, il y a plusieurs sujets du coup. La première, c'était effectivement au niveau du centre d'entraînement. Le GF, du coup, par une communication globale auprès de ses supporters, avait annoncé une date, entre guillemets, une période de première livraison pour l'équipe professionnelle pourrait débarquer à la côte Saint-André. On sait que c'est un sujet depuis de nombreuses années, ce centre d'entraînement. On voit un peu plus ou moins le bout du tunnel. Je retrouve plus mes notes, bien sûr. On parlait du printemps 2026, du coup, pour la première installation du groupe professionnel. On avait bien compris que du coup, par la communication, j'anticipe la réponse de Max, que du coup, il y avait eu pour tout ce qui est problème financier ou autre, le budget avait été redestiné à autre chose, si j'ai bien compris. Oui, en l'occurrence, où en est de ce centre d'entraînement? Est-ce qu'on reporte ça encore sur des années qui vont encore suivre? Parce que du coup, on parlait aussi du centre de formation, il y a beaucoup de choses qui se télescopent. Où en est-on aujourd'hui? Cet outil, c'est la pierre angulaire de notre projet. Je ne sais pas trahir de secret que de dire que tous les 15 jours, on a une réunion sur le centre d'entraînement et sur le centre de formation. C'est un sujet d'actualité. On a déjà investi plus d'1 million d'euros sur cet outil. On est en train de finaliser, parce qu'il y avait des accords avec le département, dans le courant du mois d'octobre, l'achat des terrains. C'est encore 2 millions d'euros. Donc c'est pas un projet qui est à l'arrêt. Au contraire, le président a décidé de continuer, puisqu'on avait dit on met l'argent sur le club et puis on attend vraiment 1 an. C'est pas le cas. Voilà. On a sécurisé l'outil, on a déjà planifié, fait aplanir la totalité des terrains, on a contracté des accords avec le constructeur et avec ceux qui vont nous faire les pelouses hybrides et tout ce qui va avec. Donc je pense que d'ici la fin octobre, on vous refera un point sur le sujet, mais on aura perdu moins de temps que prévu. Et on va dire qu'au plus tard, pour être large, au plus tard, à la fin de saison, les travaux vont reprendre, mais rien n'est impossible avant. Ça peut redécaler encore sur une année supplémentaire, du coup. Non, je pense que ça peut aller plus vite. Ok. Donc le club communiquera au moment du coup venu par rapport à ça. Ok. Du coup, mon cri-cri, je te laisse aller chercher du coup et choisir l'heureux vainqueur du beau t-shirt de la marque Greux qui sera offert par notre partenaire, le magasin Setlo. En attendant, Max, comme tu te doutes bien, ces derniers temps, notamment la Tribune Ouest a demandé la démission de Franck Rizzetto, donc l'entraîneur du GF38. Que penses-tu justement de cette demande et un peu du mécontentement que les supporters grenoblois ont quant au jeu affiché. Alors c'est un vrai mystère parce que pour moi, cette tribune, elle fait partie du club. Elle est dans notre club et c'est ceux qui, je pense, sont en mesure de mieux comprendre les choses parce qu'on communique avec eux régulièrement et pour moi, c'est une incompréhension totale. Ça veut dire qu'en fait, on communique pas bien et ça veut dire qu'ils n'ont que des bruits de l'extérieur et ça veut dire qu'ils savent pas ce qui se passe à l'intérieur du club. Quand on ne gagne pas pendant 7 ou 8 matchs avec Oswald Tanchot, j'entends pas Tanchot démission. Là, on est sur un projet de moyen terme avec un coach qui correspond au club, qui adhère au fonctionnement, qui fait progresser les joueurs et ça, c'est un vrai sujet. On a une réunion trimestrielle avec l'ensemble du staff et le président et la cellule de recrutement sur la progression de chaque joueur. Donc on est réellement dans des choses qui sont normées, chiffrées, avec des attentes, avec des séances supplémentaires, avec de la vidéo, avec des séances pour les attaquants, avec des séances pour les CPA, sur du jeu de tête, sur le jeu long. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est la première fois qu'on a un entraîneur aussi précautionneux de ces sujets et de la progression des jeunes. Et parce qu'à un moment donné, on a
on n'a pas été, on a été mauvais contre Annecy. Il faut le dire, hein. On est passé à côté. Je ne vais pas dire c'est un scandale ce match, mais voilà, c'est un match où on n'a pas su réagir à un pressing, on ne s'est pas bien comporté, on n'a pas fait les bons choix. J'ai le sentiment que ça c'est un élément déclenchant, parce qu'on a été mauvais contre Annecy. Voilà, tout d'un coup, cette tribune plutôt de connaisseurs et qui aime le club se lance dans un espèce de risotto bashing un peu stupide et décalé. Voilà. Bon. Alors, ils savent très bien que c'est pas eux qui décident à l'intérieur du club, même s'ils ont une influence. Voilà, c'est des gens qu'on respecte, qu'on aime, on en a besoin, c'est leur club. Et je le dis parce que ce sont des gens qui aiment le club. Et quand on aime le club, on ne peut pas se tromper à ce point. Donc, j'ai été surpris. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, je pense que d'ici quelques semaines et quelques mois, il aura retourné la table, il aura été compris, il aura pu s'exprimer sur ce sujet. En tout cas, ça n'a pas d'impact à court terme, si ce n'est qu'au niveau de la communication, encore une fois, pour un de nos cadres principaux, on n'a pas été bon. Parce que du coup, Max, on peut quand même pas dire qu'aujourd'hui, quand on vient au Stade des Alpes, quand on regarde le GF38 à la télé, on soit très emballé quand même par le jeu qui est proposé. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, je te l'ai dit. Je pense que on cherche pas de faux fuyants, mais je pense l'absence de Jessie Benet, le fait qu'on a recruté Mbok un peu tard, la blessure de Lélé Diba, le fait qu'on n'a pas trouvé notre système offensif parce qu'on a beaucoup de joueurs sur des profils qui ne se détachent pas encore, font qu'aujourd'hui on a, à part sur le match de Saint-Etienne où on a été performant, même si on a été beaucoup dominé, même si certains comprennent pas. Dans l'engagement. Dans l'engagement, on a été présent. On n'a pas développé un jeu qui correspond aux qualités de nos joueurs. On le sait. Voilà. Mais vous pensez que ça, c'est lié uniquement à l'entraîneur ? Vous croyez que notre staff qui est là depuis 10 ans, quand on jouait bien, ils y étaient pour rien, et quand on joue mal, ils y sont pour rien ? Vous pensez que c'est chaque fois le coach qui est décideur de tout ? Non, c'est un ensemble. Et il y a des fois, il faut savoir être un peu patient. Alors, je vous le dis, je leur en veux pas parce que moi aussi, je me suis fait chier au stade sur certaines situations de match. Si tu aurais dit l'inverse, franchement, on aurait eu du mal à te j'aime le club et j'aime le foot. Donc, je ne suis pas là pour vous servir une langue de bois. Mais aujourd'hui, j'ai l'intime conviction, et je ne suis pas le seul, c'est pas Max Marty. J'ai l'intime conviction qu'on a le staff et le coach pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord, très bien. Cricri ? Le gagnant ? Ouais. Alors, la main innocente. Hein, la main innocente. Alors après, il y a beaucoup de commentaires. On est désolé, on peut pas tout lire vraiment là. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour nous dessus. Max, ça allait être très compliqué de pouvoir. Invitez-moi à préparer les choses à l'avance. Faites intervenir les gens en direct. Je suis d'accord. On avait déjà préparé. Ça me dérange pas que les gens ne soient pas d'accord. Attention Max, parce que du coup, ça rentrera pas dans l'oreille d'un sourd. Non mais franchement, il y a pas mal de monde qui suit aujourd'hui. J'ai jamais refusé le débat et je ne suis pas sûr d'avoir raison. J'ai le doute nécessaire comme tout le monde. Ce que je sais sur les gens qui critiquent. Et franchement, je le dis en toute transparence. Pourquoi je leur en veux pas ? Parce qu'ils aiment le foot, ils aiment le club. Sinon, ils s'en désintéresseraient. Je préfère quelqu'un qui soit pas d'accord avec moi, qui me dise là, ça va pas, là, on comprend pas. Je veux dire, c'est pour ça que le débat il est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux d'être là. Je suis même un peu frustré de pas avoir ce contact direct avec des gens qui sont en désaccord sur des choses précises où on aurait pu être encore plus. Alors Max, puisque tu en parles, du coup, on pourra se recontacter justement dans l'année. Refaire un point si tu le veux bien, avec justement plus de communication. On prendra certainement des gens en direct, soit à la radio. On réfléchira comment. Réfléchissez. Comment à ça. Il y avait beaucoup de questions. On a essayé de synthétiser aussi, même nous avant pour préparer l'émission, parce que l'émission est travaillée quand même. Hein, mais bien sûr, ce qu'il faut que sachent les gens, c'est que du coup, on essaye au maximum de pouvoir récolter beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Je reprends une chose que disait Max tout à l'heure. Vous n'êtes pas journaliste. Alors, on se considère quand même étant à la fois des supporters, mais
étant des journalistes amateurs. Amateurs, bien sûr. Non, mais il y a des journalistes qui le sont et qui sont pas journalistes pour autant. Je veux dire, un vrai journaliste, il va s'intéresser à certains clubs voisins qui ont des comptes au mauvais endroit. Il va pas commenter une activité banale d'un club. En l'occurrence, on travaille quand même en ce sens. On essaye au maximum avec nos emplois du temps respectifs. Exactement. Alors, du coup, le gagnant, mon cri-cri, avec du t-shirt greux, offert par notre partenaire. La main, je suis vraiment désolé. Hein. C'est Arnaud Go, du coup, que j'ai sélectionné. Arnaud Go. Donc après, j'ai vu tout à l'heure parce qu'il m'a été bravo Suède. Ah, mais c'est pour ça alors que je l'ai peut-être sélectionné. Je sais pas du coup. Non, mais c'est très bien. J'ai pas été. Alors Arnaud, puisque c'est comme ça. C'est du favoritisme. Tu as gagné. Ouais, on va avoir des problèmes. Ne m'en voulez pas. Du coup, Arnaud, tu nous contactes directement par MP avec ta taille de t-shirt et du coup, on t'enverra un t-shirt chez toi offert par notre partenaire, le magasin Setlo et sa marque Greux. Pour finir, parce que vous vouliez parler de Stéphane Rosnoblé. C'est un point que énormément de personnes, de supporters. C'est un point qui a été soulevé par énormément de supporters, beaucoup de questions qui étaient portées sur le projet à court terme, à long terme, mais surtout le ski est le point le plus important qui est relevé par la quasi-majorité des supporters du GF38, c'est le manque de communication aujourd'hui du président Rosnoblé envers les supporters grenoblois. Alors aujourd'hui, Max, on a bien compris que le président n'était peut-être pas forcément très à l'aise, mais aujourd'hui c'est il est tout à fait à l'aise. Mais sauf qu'on n'a jamais vu communiquer avec les supporters. Considérez, c'est exactement toujours, c'est aussi la même chose avec les représentants de la tribune ouest ou les Redcats, c'est qu'on peut dialoguer, mais quand on n'est pas d'accord avec eux, on a tort. Bon. Nous, on a un président, c'est pas un sleeping partner. Moi, je l'ai 3 ou 4 fois, 5 fois par jour au téléphone. Il est là à tous les matchs, amicaux, de préparation, de championnat. Simplement, il a délégué le fonctionnement du club. Donc, les seuls qu'il rencontre, plus que les partenaires, oui, je sais, ce sont les supporters, ce sont les ultras. Lors de vos réunions régulières. Quand ils veulent. On devait même, on en a parlé récemment, et puis il y a eu la banderole, il y a eu le fait, donc du coup on s'est pas vu, etc. Bon, il faut bien de temps en temps on se dispute un peu, ça fait partie du jeu, c'est pas pour ça qu'on se respecte pas. Stéphane Rosnoblé est un amoureux du foot. C'est un des plus gros chefs d'entreprise qui s'occupe d'un club de foot, qui s'occupe de Grenoble Foot 38 qu'il n'y a jamais eu. Je me rappelle, quand les Japonais sont partis, il y a eu le Tour de France qui a été fait, le tour de la région qui a été fait pour voir si des gens voulaient investir. Quand le club était en CFA 2, ou CFA National 2, il arrive en 2015, avec le plus gros budget de National 2, pendant 2 ans, ils ne sont pas montés et il n'y avait pas de partenaires locaux. On a un partenaire local qui n'a pas envie de vendre, qui est prêt à ouvrir le capital à des gens qui sont du territoire. C'est bien parce que Max y répond aux questions futures. Qui a un projet qui est très clair. Aller un jour à Ligue 1 avec un outil. Il a simplement 2 qualités qui ne sont pas compatibles normalement chez vous et chez moi. Il est super ambitieux. On n'est pas Stéphane Rosnoblé avec plus de 3000 salariés si on n'est pas un big boss. Mais il n'est pas pressé. Ça, oui, je pense que il n'est pas pressé, il construit les choses petit à petit, il a besoin de comprendre, il a besoin d'apprendre, il a besoin de sécuriser ses investissements. C'est quelqu'un qui met de l'argent à l'intérieur du club. C'est quelqu'un qui a une vraie vision sur le sujet. Il va le faire à sa vitesse, avec ses objectifs. Il peut avoir des banderoles dans le stade, il fera ce qu'il a décidé. Il est très attentionné au niveau des supporters. Il sait qu'aujourd'hui il est plus responsable que propriétaire du club, mais il a une vraie logique de fonctionnement. Simplement, oui, il peut discuter en petit comité. Oui, c'est pas quelqu'un qui a envie de débattre à l'oral de son fonctionnement, de là où il veut aller, etc. Oui, c'est quelqu'un qui est dans sa case parce qu'avec tous les salariés qu'il a, tous les magasins qu'il a, toutes les entreprises qu'il a autour, s'il commence à passer trop de temps pour le GF38, à communiquer pour le GF38, ça va avoir un impact sur le reste de ses sociétés. Donc volontairement, il se tait, il parle peu. Il me laisse globalement m'exprimer sur le sujet et il rencontre ce qui est pour lui les gens qu'il respecte le plus parce qu'ils adorent le club, les Redcats pour pas les nommer.
Je veux dire, après, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est pas parce qu'on leur demande d'enlever une banderole qu'ils l'enlèvent pas et qu'on reporte de 3 semaines un pot avec les supporters que la terre va s'arrêter de tourner et que le club va arrêter de progresser. Alors, Max, je voulais revenir sur quelque chose d'un très important avec toi. Tu parles beaucoup de la tribune ouest et des Red Chaos, mais il faut savoir aussi que les fidèles ne sont pas forcément tous en tribune ouest. Alors, bien entendu, hein, c'est une enfin, ils sont très représentatifs, bien entendu, de la. Ils s'expriment beaucoup. Parce qu'ils s'expriment beaucoup, et puis c'est le. Oui, puis ils ont des porte-voix. Il y a des médias qui les écoutent. C'est le plus gros groupe, en tout cas, présent au Stade des Alpes et depuis de très nombreuses années, avec les Diables Bleus. Mais il y a aussi des personnes et des fidèles qui sont notamment en tribune nord. Et les messages que l'on reçoit ne sont pas forcément que de personnes qui sont de la tribune ouest. Oui. Donc. Moi, j'entends ce que tu dis quand tu dis que le président aime la tribune ouest, aime tout ça. Ce que je veux vous dire, non, mais quand je dis qu'il aime la tribune ouest, parce que aujourd'hui, on a bien compris que voilà, ils sont représentatifs et ils aiment le club et ils font partie du club, même si on est différents. Et voilà. Aujourd'hui, Stéphane Rossnoblet, c'est un gagneur. Dans toutes ses entreprises, c'est un gagneur. Tous les ans, il progresse. Le foot, c'est pas son parent pauvre, c'est son chouchou. Il aime le foot. Sa famille aime le foot. Il s'est donné pour mission de réussir. Mais c'est pas un kamikaze. Ça fait 11 ans que je suis là. Vous me dites que le club progresse pas. Bon, à part cette année, voilà, je crois qu'on a toujours eu un peu plus de moyens à l'intérieur du club. On a toujours eu une vision. Il y a 2 ou 3 ans, on a signé un bail amphithéotique avec la ville. Parlons de la poterne. Je veux dire, on n'était pas content des installations. La ville, et on peut très bien les comprendre, on les blâme pas, ne pouvait pas amener le terrain au niveau où on le voulait. On a signé un bail amphithéotique avec eux. C'est-à-dire qu'on paye 20 000 € à la ville pour avoir le droit d'être à la poterne. On est le seul club à faire ça. On l'a fait parce que on le voulait vraiment. C'est un choix du président. On a investi plus de 2,5 millions d'euros à la poterne, dans les bâtiments, dans le terrain. On a investi plus de 150 000 € sur l'entretien du terrain que faisait la ville avant. Donc, je veux dire, on peut pas douter une seconde et ça, on l'a fait notamment pour les filles qui un jour, on espère, accéderont à la D1 et pour qu'elles aient un centre d'entraînement cohérent au cœur de la cité, parce qu'on sait très bien que les filles, elles sont moins mobiles et elles jouent au plus haut niveau, plus jeunes, quand nous, on va partir. Il y a une vraie logique, il y a une vraie stratégie. Il sait ce qu'il fait, il sait où il veut aller. Simplement, il n'éprouve pas le besoin et il a tellement de choses dans son business qui pourrait être contrarié par une déclaration pour le foot où on pense que il investit plus au foot que dans le reste, qu'aujourd'hui, il est concentré sur ses entreprises, il délègue la parole, mais sachez que si un jour, moi ou un autre, on dit quelque chose sur lequel il n'est pas d'accord, on le dira qu'une fois. Ok, donc du coup, le projet à court terme et à long terme, du coup, c'est tout simplement... centre d'entraînement, centre de formation, des filles en D1, et une équipe la plus proche possible un jour dans les 18 meilleurs. Il ne faut pas être prétentieux en disant qu'on veut monter en Ligue 1 cette année ou l'année prochaine. C'est dur le foot, ça se respecte. Mais si on n'a pas cette ambition-là dans une ville qui est la 15e ville de France ou la 15e ou 17e agglo, c'est qu'on est stupide. Et si le président il est là plutôt qu'à Annecy, c'est parce qu'il pense qu'ici un jour, on aura un club dans les 18 meilleurs clubs français. D'accord. Donc on a aujourd'hui un président qui va crescendo, qui n'est pas prêt de nouveau à investir pour il vient d'investir. Il vient d'investir. Je ne fais que te poser des questions. Il continue à investir avec le centre d'entraînement alors qu'il devait le décaler, plus qu'il ne l'avait prévu. Je veux dire, il remplit sa fonction plus que quiconque. D'accord. Ok. Après, il y a aussi ces réactions-là parce que du coup, beaucoup de personnes aussi voient ce qu'on voit sur le terrain. Il y a le vrai sujet. Vous savez, c'est quoi ? Le vrai sujet, et je comprends, c'est que les gens, ils voudraient l'entendre du président. Ils en ont marre d'entendre Max Marty. En fait, c'est le président, c'est le patron. C'est mon patron. Du GF38. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle, c'est évidemment de son club, donc en son nom, et qu'on ne dit rien qu'il n'a pas validé. Oui, tout ce que je vous dis là, en interne au quotidien, si demain il dit « Mais qu'est-ce que tu as dit ? Je ne veux pas aller en Ligue 1, moi, mais je suis viré. » Non, mais je ne dis que des choses
qui transpire dans notre quotidien. Après, j'entends les gens. Ma parole n'est que ma parole. Je ne suis que directeur général du club. Mais aujourd'hui, malheureusement, et ça fait 11 ans que ça dure, il faut qu'ils s'en contentent. Mais en 11 ans, on n'a pas été payé une fois en retard. On est passé tous les ans nickel à la DNCG. Voilà, je comprends que de temps en temps, ils font un peu d'émotion. On est un club qui manque un peu d'émotion. Oui, on a le sentiment qu'on est un peu lisse. On a le sentiment qu'on est un peu bien élevé. On fait un peu les gendre idéaux. Bon, mais quand je prends 3 matchs de suspension à 3, je me fais ruiner par les réseaux sociaux. Donc, il faudrait savoir ce qu'il faut faire. Ça, c'est pas mal. Le point était très bien relevé. Du coup, Max, tu parlais justement du président, de son investissement. On avait entendu qu'il souhaitait ouvrir le capital. Tu peux nous l'affirmer aujourd'hui? Il recherche des gens capables de l'épauler. Quand on dit ouvrir le capital, je pense qu'il est ouvert à ouvrir le capital pour que les choses aillent un peu plus vite et partager un peu le sujet. Il n'ouvrira pas, je pense, à un fonds de pension. Il n'ouvrira pas à un partenaire étranger. On a des propositions régulières. Il a envie de travailler avec des partenaires locaux. On travaille sur le sujet, mais ne croyez pas que parce qu'il va y avoir un ou deux chefs d'entreprise importants localement qui demain ou après-demain peuvent rejoindre le GF38, que tout d'un coup, tout va aller beaucoup plus vite. On parle quand même d'investissement de millions d'euros. C'est pas si simple. Faut trouver des équilibres, faut trouver des recettes. Mais bien sûr que l'ouverture du capital, elle est importante. En tout cas, ce dont je suis persuadé, parce que c'est une ligne de conduite et là-dessus on est 100% d'accord, c'est qu'il restera l'actionnaire majoritaire. C'était ma question. Voilà, il restera l'actionnaire majoritaire. Du coup, on a bien dépassé l'émission et on est très content justement d'avoir pu échanger avec Max. Je pense qu'on aurait pu échanger encore pas mal de fois. Le rendez-vous est pris en tout cas, Max. On se fera un malin plaisir de te réaccueillir sous un autre format. En tout cas, ce qui a intéressé les supporters aujourd'hui, on s'en excuse encore, on n'a pas pu lire vos messages, c'est très compliqué. On avait centralisé vraiment tout ce que vous nous aviez fait passer. En gros, pour résumer, pour le moment, l'objectif, c'est de rester en Ligue 2. Non, mais à un moment donné, il faut être lucide. Aujourd'hui, on est le cul dans les ronces. Donc, on doit d'abord s'en sortir et on doit donner de l'émotion. Donner de l'émotion, c'est en battant les gros, c'est en allant loin en Coupe de France, c'est en emmenant un peu les gens avec nous, c'est en créant un peu quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui au stade. On est un peu électroencéphalogramme plat, il faut que ça change. On est d'accord là-dessus. Bon, on est bien d'accord là-dessus, avec donc, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, un Franck Rizzetto qui n'est pas menacé. Qui est maintenu? Il n'a pas à être maintenu. Il n'a jamais été question qu'il bouge. Donc il y a un Franck Rizzetto qui n'est pas menacé. La question ne s'est même pas posée. D'accord. Voilà, donc du coup... Et, vous savez, on a coutume de dire, quand on dit d'un entraîneur qu'il n'est pas menacé, une semaine après, il est viré. Je peux prendre l'engagement ici, je veux bien revenir, il ne le sera pas. Hein. D'accord, ok. Donc on se laisse... donc on espère bien entendu que le GF38 retrouvera un petit peu plus de feu, j'ai envie de dire, dans les jambes, et un peu plus de jeu. En tout cas, Max, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci. Du coup, on se donne tous rendez-vous du coup le mois même pas le mois prochain, courant octobre. On fera une émission spéciale Octobre Rose. La date est encore à définir. On attend encore justement 2-3 infos là-dessus. On vous tiendra au courant. En tout cas, il y a eu un maillot de gagné. Restez à l'écoute sur les réseaux. On a des places à vous faire gagner pour le match de Pau. Et du coup, il y aura plein d'infos qui arriveront par la suite. Max, encore une fois, merci. Merci beaucoup, mon Cricri. Merci encore pour ton Dauphinois libéré, encore magnifique. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, on vous dit à très bientôt sur les ondes de News FM 101.2 et sur le Facebook Live. Restez à l'écoute. Merci à tous. Et papa, est-ce que je suis un narvalos? Un quoi? Un narvalos jusqu'à l'os. Le stade des salles qui s'allume, la Ouest chante en tribune, le GF38 en action, le foot a une show sensation.